Bonjour à toutes et à tous, je suis ô combien heureux de vous accueillir dans le premier podcast du site ultracyclisme.fr, entièrement spécialisé sur les pratiques de vélo de route, de gravel, de bikepacking et d'ultra-distance en général. Vous pourrez retrouver ce podcast et tous les prochains sur les plateformes d'écoute en ligne traditionnelles, mais d'ici là, merci de me suivre sur YouTube où nous sommes présents pour le moment, et merci de découvrir à mes côtés des sportifs d'ultra-distance et d'ultracyclisme inspirant. Ici Harald pour vous servir, je suis cycliste dans l'âme et fervent auditeur de podcasts en tout genre, donc autant dire que lancer ce podcast aujourd'hui, c'est extraordinaire pour moi. C'est la première fois que vous m'écoutez dans un podcast et c'est normal, car je lance cette nouvelle série. Je vous remercie d'avoir fait le premier pas, d'avoir cliqué, et vu que ce podcast est en plein lancement, il faut absolument que vous likiez, que vous vous abonniez ci-dessous et que vous partagiez le podcast s'il vous a plu pour qu'il puisse accueillir ensuite les invités que vous me suggériez. Nous serons et sommes présents sur Instagram, Facebook, Twitter et toutes les plateformes de podcast en ligne. D'avance, merci. Aujourd'hui, pour le premier épisode de podcast d'ultracyclisme, je vous emmène avec moi dans la roue de Guillaume de Lustrac, un ami rencontré dans les routes du Vexin l'année dernière, finisher de la Race Across France 2500, RAF, et sportif de l'extrême depuis des années. Si j'ai voulu un peu plus discuter avec lui, c'est qu'on ne s'est pas parlé depuis plus de 6 mois et que j'ai pensé à vous inviter dans cette discussion pour comprendre comment il a réussi à finir 8ème de la RAF alors qu'il ne pensait même pas finir dans un premier temps. Bonjour Guillaume et bienvenue dans ce premier podcast d'ultracyclisme.fr. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Parce que, alors moi je te connais, mais tout le monde n'a pas encore eu la chance de te connaître et je pense qu'il est intéressant maintenant que tu dises un peu voilà, qui tu es, Guillaume de Lustrac. Qui es-tu? Peut-être pour mon parcours un peu, ou peut-être c'est anticipé, mais peut-être de comment je suis venu un peu au vélo, et puis comme ça fera la transition sur comment c'est connu, et puis la suite. En gros, quand j'étais petit, je faisais pas mal de natation. J'en faisais jusqu'à une quinzaine d'heures par semaine au lycée. Et en fait, après, le parcours classique, quoi, prépa, école de commerce, donc du coup, obligé d'arrêter le sport. Et après, j'ai repris petit à petit parce que j'aimais bien, je faisais du 10 km en course à pied, donc j'aime bien ça. Et après, évidemment, il manquait le vélo pour faire le triathlon. Et quand mon frère a commencé à se mettre au triathlon, je fais bon, bah voilà, là, je suis obligé de suivre. Et donc, je me suis mis au triathlon aussi, mais plus sur du longue distance. J'avais un de mes meilleurs potes avec qui on s'est lancé le défi de faire l'Ambraman alors qu'on n'avait jamais fait un triathlon avant. Donc, c'est un triathlon avec pas mal de dénive et distance Ironman. Et du coup, on s'est chauffé, mais je crois que c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. Et donc, si tu veux, c'est vraiment tout récent, quoi. Et avant, au début même, je détestais le vélo. Jusqu'à l'Ambraman, j'étais nul, mais nul, nul, nul. Et je me suis mis petit à petit. J'ai fait plus de distance petit à petit. Et j'ai appris à kiffer ça. Et en fait, je regardais un peu d'autres trucs ouf. Et j'ai vu la Race Across France. Et j'ai une pote qui s'appelle Caroline Prigent que tu devras interviewer une prochaine fois, qui est top. Noté. Qui elle est, ouais, et qui elle est déjà dedans et tout, et qui m'a dit ouais, c'est totalement accessible pour toi et tout. Ça me fait un peu peur. Et du coup, je me suis dit, bon, déjà, je vais faire 200 bornes. Et donc, j'ai fait 200. Et là, j'avais fait du Vercors jusqu'à chez mes grands-parents à Toulon. Et là, c'était incroyable, quoi, la révélation. Et au final, Que de la en descente. faisant. Hein? Ouais, que Que de de la la descente. descente. Et au final, en faisant de la longue distance, j'ai découvert un tout autre vélo, tu vois, enfin, vraiment le côté découverte, paysage et tout. Et après, du coup, j'ai continué à refaire des 200. Je crois que quand on l'a fait ensemble, ça devait être mon deux ou troisième fois que je faisais 200 km. Voilà, depuis, je suis un peu tombé dedans. Et là, maintenant, du coup, depuis avril, avec le confinement où j'étais dans le Vercors à temps plein, je me suis rendu compte que voilà, pour moi,
on va dire, la vie perso et puis le cadre de vie était trop important. Donc, je suis parti de Paris, je suis allé là où je voulais. Donc, on a décidé d'aller en Espagne, du côté de Valence avec ma copine. Et on est super heureux ici, quoi. C'est chouette, hein, mais c'est un changement pour le meilleur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme toi, ont découvert le vélo à ce moment-là et qui ont aussi peut-être fait des changements de vie aussi à ce moment-là, Ouais, c'est au clair. C'est sortir un des peu venu confinements. ensemble. Ouais. Ça, c'est le truc à prévenir aux gens, c'est qu'une fois qu'ils se mettent dedans, faut faire attention parce que ça peut avoir des conséquences sur la vie C'est pro, la un, vie perso. c'est un gouffre financier également. C'est à noter. C'est clair, c'est clair. Ça coûte un peu. À moins Ouais, de faire des partenariats avec des petites marques ou quoi, c'est clair que c'est quand même, ça prend du ouais, temps, ça prend de l'argent, mais ça apporte quand même beaucoup de plaisir. C'est pour ça qu'on reste ouais. là-dedans. Et donc, toi, peut-être une présentation encore plus générale. Comment tu t'appelles et Ah ouais, où si. tu es né, quel âge tu as? Non, mais juste pour avoir un peu un aperçu un peu cévétique de ta personne. Ouais, non, t'as raison. Je m'appelle Guillaume de Lustrac, j'ai 28 ans. Je suis né à Poissy dans les Yvelines et j'ai grandi la majorité de ma vie à l'étranger. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais retourner à l'étranger. CV, c'est côté CV, je travaille dans le développement durable aujourd'hui. Je travaille pour Axio, qui est une startup basée à Paris, qui fait des empreintes carbone efficaces et accessibles. Donc voilà, c'est le petit coup de pub s'il y en a qui veulent réduire leur empreinte carbone. Bah, super chouette. J'ai un nouveau partenariat pour Ultracyclisme. Vous retrouverez le code dans les commentaires pour avoir 20% de réduction pour réduire votre empreinte carbone. C'est clair. Mais, mais chouette. Et pour revenir un peu à toi, ton parcours perso, donc tu me dis que c'est au niveau de ta famille un peu que tu as des personnes de ton entourage qui faisaient un peu du triathlon. Tu venais d'une famille quand même assez sportive en général pour t'orienter ensuite vers le triathlon et l'ultra ou juste une, deux, trois personnes? Ouais, non, bah on est deux, enfin on est trois frères et une petite sœur. Et alors nos parents nous ont tout le temps poussé dedans et puis après je pense que nous un peu automatiquement on s'est un peu auto-poussé dedans aussi parce qu'on adore ça. Vu que sur certains points on a un peu le même niveau, maintenant les écarts ont tendance à s'agrandir en fonction des distances, mais on s'est toujours, je pense, entrepoussé, mais d'une manière positive, franchement. Voilà, je pense il y a cette bonne motivation. Et puis, je vois mes frères qui font des trucs ouf sur du 10 km par exemple. Ça me pousse à faire des trucs ouf sur des courses de 4 jours. Je vois ma petite sœur qui se motive à travailler de fou, ça me motive à travailler, etc. Donc, voilà, il y a cette Un bonne cercle motivation. vertueux familial. C'est clair. Ah, Franchement, c'est une sacrée équipe. bah ouais, non, mais c'est super cool. Et c'est marrant quand même que ce soit à travers le triathlon que petit à petit la découverte du vélo aussi se soit faite, parce que c'est quand même deux disciplines qui ont beaucoup en commun, qui ont aussi beaucoup de différences. Mais c'est marrant que tu Ouais. sois accroché tout particulièrement sur le vélo, parce que tu aurais pu en soi aller plutôt sur la course à pied, même si tu me disais que tu faisais 10 km, ou aller vers la nage. Ouais. Et c'est vers le Ouais, vélo que tu t'es plus orienté, quoi. Ouais, en fait, je me suis dit, j'étais tellement nul en vélo que il fallait, que l'idée, c'était de passer un an à progresser qu'en vélo, quoi. Et au final, ben, je me suis fait piéger. Et maintenant, j'aurais tendance à moins faire de triathlon, à plus de vélo. Mais ouais, au début, je pense il y avait cet aspect-là. Et puis après, je fais aussi de la course à pied. Là, je vais essayer avant Noël de faire un 100 km. Ça va être, voilà, donc je continue aussi sur cet aspect-là, quoi. 100 km? Ouais, on va voir, c'est pas encore fait, hein. Ouais, mais c'est un chouette projet. Ça, c'est de l'ultra aussi, hein. Ouais, c'est Ça me clair. rappelle tous les ultra trails et tout ça, dans le Mont Blanc et tout ça, où ils courent jour et nuit, où on a un Ouais, peu, au final, le même objectif que nous à vélo. C'est juste, au final, c'est c'est la clair, c'est pratique clair. qui est différente, mais les mêmes Ouais. objectifs, la même volonté. Ben, Ouais, pour l'instant, je suis encore super novice dessus, mais je me dis que c'est peut-être un petit peu plus traumatisant au niveau des genoux, etc. En revanche, tu vois, le côté où tu t'endors, c'est peut-être un petit peu moins dangereux qu'à vélo, quoi. c'est clair. Donc, je pense il y a des bons côtés aux deux, quoi. C'est clair. Donc, tu as déjà fait des marathons et tout ça. Ouais, marathon, ouais. Ouais. Marathon, Ironman, du coup, je fais en brun cette année, deux semaines après la RAF, donc c'était le troisième. Et voilà, il y a encore d'autres projets qui arrivent aussi en triathlon
Super chouette. J'ai bien rempli, mais c'est bien parce que ça coulisse vers ma question d'après, qui était un peu de savoir, là, globalement, à l'heure actuelle, quelle est ta pratique du vélo? Quel rythme, quel entraînement tu fais? Quelles sont un peu les grandes courses et sorties que tu as fait l'année dernière et quelles sont celles que tu vas faire, que tu t'es un peu fixé? Ouais. Du coup, peut-être sur l'an dernier, je réfléchis, mais je crois que j'ai que fait la RAF, ou la Race Across France, la 2500, Mhm. si je dis pas de bêtises. Ouais. Et après, j'ai fait j'ai fait en fait, vu que je voulais préparer la Race Across France qui était au mois de juillet, j'avais fait des sorties longues. Mhm. Donc, j'avais fait une de 800 où j'étais allé de Valence jusqu'à Séville et deux de 600. Une où je remontais en France depuis Valence en passant par les Pyrénées et une autre où j'avais fait les super randonnées, ce qu'ils appellent les Ok. super randonnées de l'Audax parisien, quoi. Ouais, ouais, Euh, ouais. Et en j'ai Espagne, fait... avec un peu de dénivelé en plus, Ouais, ouais, j'imagine. ouais, Ouais. ouais. Ouais, les super randonnées, c'est 600 km et 10 000 de dénivelé. Et à l'époque, il y avait le maillot, le col Strava Ah, Everesting. ouais, ouais. Je Tous ceux qui vois. faisaient l'Everesting pouvaient avoir le maillot. Et ça, c'est une motivation absolue. Bah ouais, ouais, tu m'étonnes. Euh, donc, ouais, ça, c'était pour l'an dernier. En termes de combien de fois je roulais, ça dépendait vraiment de la saison. En gros, je m'étais pas mal flippé, je m'étais pas mal mis la pression parce que je voyais tout le monde sur le groupe Facebook qui disait faut absolument avoir 10 000 bornes avant la RAF, etc. Et moi, au total, sur tout mon Strava, j'avais 8 000 km. Donc, je me suis dit, Hop, waouh, 2000. ouais, ça va être un peu chaud. Du coup, je me suis dit, bon, allez, si je mets 7500, tu vois, objectif 10 000 sur toute l'année, ce serait top. Et voilà, j'ai surtout fait par rapport à ça. Et au Parce que c'était final, un en fait, 2500, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Et au final, en faisant les sorties de 800 et de 500, bah, ça passe quand même assez vite. Tu arrives assez vite à 7005. Donc voilà, j'étais arrivé avant la RAF avec 8500. Et là, en ce moment, je roule un petit peu moins. Enfin, je dis ça, mais ce week-end, en gros, je roule plus les week-ends, quoi. Ok. Avant, j'avais l'habitude de rouler aussi en semaine, d'essayer de mettre 2 heures à chaque fois, tous les 2 jours, je pense. Et là, maintenant, si je roule une fois en semaine, c'est bien. Et après, je roule le week-end. Et je pense que plus les échéances vont se rapprocher, vu qu'il me faut tout le temps une carotte pour me Ah motiver, ouais. plus les échéances vont se motiver, vont se rapprocher, plus Hmm. je vais me motiver évidemment à rerouler en semaine, quoi. Là, ensuite, il y a une petite pression qui arrive sur les épaules. C'est clair. C'est clair. Tu sens que ça arrive, tu sens justement dans les groupes et tout ça qu'il y a tout le monde qui te met la pression. C'est En clair. mode, tu n'as pas atteint tes Ouais, objectifs. ouais, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, ouais, je pense que enfin, voilà, ça dépendra des trucs. Mais vu que je me suis donné pas mal d'objectifs différents, tu vois, il y a le 100 km en décembre. Après, en janvier, février, je reviens dans le Vercors pour faire du ski de fond. Je vais essayer de faire la foulée blanche et la transdu. Donc, c'est des trucs de ski de fond assez longs. Mhm. Donc, voilà, le vélo, ça va être un petit peu plus compliqué avec les routes enneigées. Et après, les premières échéances, c'est avril. Et donc là, bah, tu vois, février, mars, avril, on y est, quoi. Donc, va falloir quand Ah ouais, même ouais, rouler. c'est Ouais, bientôt. Bah, c'est clair qu'après avril, mai, juin, enfin en juin, il y a énormément de trucs qui sont en train de se prévoir. Parce que ouais, c'est là où l'école ouvre, c'est là où, enfin, c'est la bonne période, un peu ouais, l'entre-saison. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui prévoient des trucs en plein été, juillet, août, il commence à faire ouais, chaud. ouais. Mais ouais, ouais, c'est clair que le planning se boucle. C'est clair. C'est clair. Mais c'est chouette. Et toi, dans ta pratique du vélo, pourquoi avoir choisi, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, je pense, qui font du triathlon, qui font voilà, de la course, mais sur des distances que les personnes normales appelleraient raisonnables, quoi, qui font des petites sorties de temps en temps, qui font un 80 km, 30, 40, et voilà, qui Mm. font chaque week-end peut-être un 100 km, et ça, c'est un peu vraiment le maximum. Pourquoi être Ouais. parti sur voilà, des entraînements qui partent jusqu'à 800 km, parfois un 2500, avec beaucoup de dénivelé? Qu'est-ce qui t'a orienté vers cette pratique plutôt qu'un cyclisme normal, enfin, celui qui est le plus Ouais. répandu jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, 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 bah, en fait, je pense qu'il y a un petit peu, et j'ai souvent ce débat avec mes frères et avec mes potes, il y a un peu ce débat de
soit la perf en termes de tu vois, vitesse pure et résultat où tu fais par exemple un triathlon de distance olympique et tu vas chercher un gros chrono, soit la perf qui est de finir un Ironman, tu vois. Et je pense que je me retrouve plus dans le deuxième, qui est ouais, de finir un Ironman, qui est de finir la Race Across France 2500, qui est de finir un 100 km, où ça va être plus tu vois, de la découverte plutôt qu'un effort qui est répété et où tu vas faire le même type de course 10 fois et ton objectif, ça va être de la 10e fois battre les 9 fois précédentes, quoi. Je me retrouve plus dans ce côté-là et à ce côté un peu aventure, découverte, je pense, qui me plaît plus. Et voilà, enfin, aujourd'hui, tu vois, là, je prévois les vacances de Noël où on doit se retrouver avec la famille à côté de Bordeaux et après, de l'autre côté de la famille, à côté d'Aix-Marseille. Mon réflexe, c'est de regarder les distances pour voir si je peux le faire à vélo, etc. Parce que je sais que je préfère le faire à vélo qu'en voiture parce que ça me fait énormément kiffer, quoi. Tu sais que tu vas passer par des paysages de ouf. Tu sais que c'est une aventure de vie, quoi. Enfin, même en 24 heures, ce que tu peux vivre dessus, c'est fou, quoi. Il y a un côté badass quand même d'arriver pour les soldes de Noël. Tac, je déroule le vélo. Ah non, mais là, il n'y avait aucun bouchon, du coup, moi, sur la départementale. Ça, j'ai super bien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais donc, mais c'est clair que je comprends ce que tu veux dire avec le côté un peu défi, un peu unique à chaque fois, parce que c'est des courses longues que tu peux faire à la rigueur une fois par an, mais enfin, tu peux pas comparer la Race Cross France avec la Transibérica ou avec la Race Cross America. Elles sont toutes vraiment uniques dans leur genre, avec des dénivelés complètement différents. Et en plus, avec certaines conditions un peu particulières, quoi. Certaines accompagnées, d'autres qui ne le sont pas. Ouais. Et certaines en gravel aussi, certaines qui ne le sont pas. Donc, c'est clair que chacune est un défi en soi. Ouais, tu vois, pour un peu compléter ce que tu dis, c'est là, cette année, quand j'ai refait l'Ambraman, du coup, c'était la deuxième fois que je le faisais, j'avais pris énormément de plaisir sur la première. Et en fait, sur la deuxième, la natation, on s'en rend pas trop compte parce que c'est la natation, de toute façon, on voit rien, il fait noir, etc. Mais sur le vélo, au bout de 5-10 minutes, je commençais à regarder le chrono et je me disais, OK, là, je suis en avance, etc. Et toutes les 5 minutes après, tu commences à regarder le chrono et tu dis, oh putain, là, il faut que je remette un coup et tout. Ah là, je suis bien. Et en fait, moi, je l'ai sur le moment, avec du recul, peut-être, bon, pourquoi pas, mais sur le moment, je me suis dit, mais en fait, c'est l'enfer parce que ça veut dire que pendant les 8 prochaines heures de course ou pendant les 10-12 prochaines heures de course, je vais être en train de regarder le chrono non-stop. Tu vois, tu montes l'isoire, tu regardes en combien tu le montes par rapport à l'an dernier. Je trouve que le kiff, il est quand même nettement plus faible que quand tu le fais pour la première fois où tu es là, wow, c'est magnifique, etc. Même si tu es dans la course, tu vois, tu profites quand même de trois paysages. Je préfère Par ça que exemple, la course. pour la Race Cross France que toi, tu as faite cet été, Ouais. le parcours, j'ai vu qu'il changeait pour l'année prochaine, Ouais. apparemment, Ouais. mais sinon, les autres années, c'était le même parcours à chaque fois? Ouais. Alors, je crois qu'ils ont changé l'an dernier parce qu'ils ont fait passer par le Mont-Saint-Michel et qu'avant, en gros, ça remontait directement après Guignon vers Deauville, pour Normandie. Okay. Mais tu vois, je me disais, ouais, après au début à la fin de la Race Cross France, j'ai trouvé ça tellement ouf que je me suis dit, c'est sûr, je le refais l'an prochain. Et après avoir fait l'Ambraman, c'était la première fois où où j'avais vraiment cette expérience de faire 2 fois une même course longue. Et je me suis dit, en fait, c'est l'enfer. Je m'étais pas mis de pression particulière au début de la RAF. Et puis, quand j'ai vu que je commençais à jouer un peu une place, j'ai commencé à me mettre la pression tout seul. Et là, je me dis, déjà que je me suis mis la pression pendant la moitié de la course, si là, cette année, je me mets la pression dès la première heure, ça va être l'enfer, quoi. Mais là, le fait qu'il le fasse dans l'autre sens, tu dis, il y a quand même, Ouais, c'est ça quand même change la donne, hein. différent. Parce que la gestion de l'effort et tout ça, ça veut dire que les Alpes arrivent à la fin, c'est-à-dire que le Ventoux arrive à la fin, c'est-à-dire qu'il faut économiser pendant toute une première partie c'est clair. pour ensuite se lancer là-dedans. Et donc, puis toi, ouais. Vas-y. En fonction de l'heure à laquelle tu pars, tu vois le Touquet de jour, tu vois, moi qui suis arrivé la nuit, tu vois, si ça se trouve, ça va quasiment faire l'inverse, ou ce que j'ai vu la nuit, je vais le voir le jour.
Et enfin, tu vois, et donc du coup, moi, le Cormet de Roseland que j'ai fait de nuit, enfin, j'ai vu toutes les photos des gars qui le faisaient en journée. Je me disais, mais incroyable, quoi. J'ai trop envie de voir ça, quoi. Enfin, Et voilà, t'arrives en haut, tu vois le panneau à la frontale. ah ouais, c'est clair, c'est clair. Tu essaies de prendre la photo, tu peux que prendre le photo Cormet, voilà, il y a tout, c'est tout. Ah, mais tu Ouais, l'as fait quand même. C'est ouais, noté, ça ouais. fait partie des. Ouais. Mais donc, dès le début, il y avait un côté où tu savais déjà que enfin, l'affaire qui arriverait, le 2500, Non, ou tu avais non, des non, doutes. non, non, Que tu me parles non, quand même pas mal de performances. Donc ouais. là, c'était quand même un test pour toi, ou pour toi, tu savais que tu y arriverais, tu savais juste pas en combien de temps et en combien de. Non, 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 c'est comme, tu vois, c'était comme l'Ambraman la première fois, c'est comme les 100 kilomètres là, ou je pense d'autres défis. Franchement, quand je l'ai fait, je suis pas certain enfin, mon tout premier but, mon tout premier objectif, c'est de le finir, quoi. Et je pense que, voilà, une fois que je le finis, je me dis, waouh, quoi, je l'ai fini, etc. Et tout le reste, c'est du bonus, quoi. Euh, donc, ouais, ouais, non, l'aspect performance, pas du tout. Tu vois, le premier jour, enfin, la première nuit, je l'ai fait, je vais pas dire tranquille, tu vois, mais en gestion totale. On se faisait doubler, parce que j'ai roulé pendant la nuit avec un autre gars, et on se faisait doubler par des gars qui, tu vois, disaient, alors il y en avait très peu, hein, mais disaient à peine bonjour parce qu'ils étaient dans leur course, etc. Et putain, je me disais, waouh, on n'est pas dans la même planète, quoi. Bah, après, il peut y avoir un côté sur les personnes comme ça, ou surtout sur le début, tu peux aussi te dire directement, genre, bon, on se revoit dans 200 bornes, ou on se Ouais, revoit ouais, quand tu vas dormir. ouais, mais enfin, tu vois, je pensais tellement que j'allais, tu vois, je pensais que j'allais finir ric-rac, quoi, tu vois. Je savais qu'il y avait les trucs de 10 jours. Je me disais, bon, il faudrait que j'arrive quand même dans je crois que ouais, c'est 10 ou 9 jours. Il faut que j'arrive, enfin, je vais arriver limite et tout. Il faut que j'arrive dedans. Donc, non, non, moi, je me disais, ils partent, je les reverrai plus jamais. Waouh, inspirant, terminé, quoi, tu vois. Vraiment, ah ouais, non, pas du tout. Et donc, il y a eu des personnes comme ça que tu as croisées ensuite au fur et à mesure. Donc, tu me dis que tu as roulé avec quelqu'un, Ouais, mais il y a aussi des personnes que tu as croisées plusieurs fois. Ou. ouais, 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 bon, pour moi, c'est le meilleur côté de la RAF, et je pense que c'est ce que j'aimerais, enfin, j'espère, franchement, parce que ça me changerait vraiment toute la donne de l'ultra, mais j'espère qu'il ne sera pas interdit un jour de rouler côte à côte avec quelqu'un. Alors, tu vois, enfin, ça, c'est vraiment un truc, je n'ai pas pris je me suis pas mis une seule fois dans les roues, mais j'ai régulièrement été côte à côte avec un autre cycliste. J'espère que ça, ils l'enlèveront pas un jour, parce que si c'est pour faire de l'équivalent Ironman où tu es 10 mètres derrière un gars et une fois que tu le doubles, tu dois être 10 mètres devant, etc. Wow, on y arrivera peut-être un jour, hein, à cet ultracyclisme-là où ce sera peut-être beaucoup de semi-pro, etc. En attendant, franchement, la manière dont c'est actuellement, c'est trop bien, parce que c'est ce qui te permet enfin, moi en tout cas, c'est ce qui m'a permis de profiter fois 100 de la course, quoi. Partager cette expérience avec quelqu'un d'autre, c'est un truc de fou, quoi. Bah, après, c'est aussi, ouais, je pense au niveau de l'organisation, un peu arriver à mettre le juste niveau entre Ouais, enfin, une belle aventure et ouais. aussi quelque chose de carré sportivement, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes, notamment sur Araf pour faire partie du groupe, qui, pour qui c'est vraiment un temps, une médaille, et pour qui le fait là, qu'il y ait certaines personnes qui se mettent dans la roue de quelqu'un ou quoi, on est vraiment, il y a des règles à respecter et on n'en Mhm. déroge pas. Et pour certains, c'est Ouais, peut-être un peu plus voilà, une aventure humaine, même un défi, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont finir ou pas. ouais, Et cet écart entre les deux, et je pense, ouais, un peu compliqué à trouver. Sur la Transsibérica, c'est vraiment marqué dans les règles. Par exemple, absolument interdit même de rouler avec quelqu'un. ah ouais, Et ouais, et j'étais le premier à le faire parce que tu tombes sur des gens, il y a beaucoup moins de personnes, il y a 60 participants. ouais. Quand en plein milieu du Ouais, côté c'est clair. d'Albaricine ou plein milieu d'un truc, tu vois quelqu'un Ah ouais. avec les deux petites sacoches, les petites loupiottes et t'as pas vu quelqu'un depuis 2 jours de C'est la clair. course, bah t'as juste envie de lui dire bonjour et de faire un petit bout de chemin ensemble, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais. Bah, c'est là aussi où la RAF apporte un truc cool parce que le parcours est donné, c'est ça. Il Ouais, vous le donne les parcours est fichiers donné. GPX dès le début.
Ouais, et même vous tu vous l'as. croisez. Là, si tu vas sur Internet, tu le tapes, tu l'as, quoi. Ouais. Je pense qu'une fois qu'ils ouvriront les inscriptions, tu l'auras, quoi. Non, c'est pas Euh, comme une course comme la TCR ou comme la ouais, Transibérica ou comme il y a certaines avec juste des points de passage et où ouais, ensuite chacun fait un peu sa route pour optimiser son trajet et ouais. Et là, tu vois, j'ai appris que ce que j'aimerais bien faire à Pan Celtic Race. Et en gros, j'ai ouais. appris il y a une route imposée, mais il te la donne une fois que tu t'es inscrit. D'accord. Et donc là, enfin, je savais pas que ça existait ce genre de truc. Et tu te dis, putain, imagine la route, elle te plaît pas, quoi. Ouais. Bah, et puis je pense aussi il y a le côté logistique qui change totalement aussi quoi parce Ouais, que alors je sais pas si c'est autorisé sur la RAV de réserver des hôtels avant ou de prévoir au ouais, moins les restaurants et tout ça. Je pense qu'il y a ouais, certaines personnes qui font un peu ça. ouais. Toi, c'était quoi un peu Ah, ta tu veux dire avant la stratégie? course? Ouais, avant la course ou même ou du moins pendant parce qu'ils savent un peu où ils vont Ouais, être directement sur le chemin ouais, pendant la ouais. journée quoi. Ouais, pendant oui. Pendant, enfin, il y en a plein qui le font, etc. Tu as le droit. Enfin, en fait, je pense mais je crois que c'est l'OSDOT qui organise la Ouais. Transibérica et je crois que c'est globalement la philosophie, c'est un peu la même que celle de la TCR sur la RAF, à ceci près qu'il y a des points de contrôle où tu as le droit à mettre des drop bags, en fait, dans les points de D'accord. contrôle. Mais sinon, en gros, c'est la philosophie. C'est pas une règle écrite, mais c'est un petit peu plus Mhm. philosophique et c'est de faire en sorte que tu n'aies pas un avantage concurrentiel par rapport aux autres, enfin un avantage concurrentiel du coup, qui puisse être organisé à l'avance, quoi. C'est que tout ce que tu fais sur ta course, n'importe qui d'autre pourrait le faire, quoi. Donc si jamais tu dors en hôtel, bon, bah, n'importe qui d'autre pourrait le faire parce que tu prends ton téléphone, tu réserves, etc., quoi. Euh, Ouais, mais qu'il n'y ait pas, là-haut, par exemple, ta copine qui vienne avec son camping-car au bord c'est de la clair. route pour te permettre de. C'est Voilà. clair. Voilà. Parce que dans ce genre de situation, il n'y a pas tout le monde qui a la même copine pour faire le Mm. camping-car, quoi. Donc, voilà. Ouais, ouais. Donc, non, sur ça, ouais, on est pareil. Ouais. Et est-ce que tu pourrais un peu juste dire un peu la performance que tu as réussi à faire, le temps que tu as fait et si, comment ça correspondait par rapport à toi, ce que tu visualisais de la course et toi, ton propre niveau? Ouais. Et un peu raconter, toi, quelle était aussi, si tu en avais une, ta stratégie de la RAF concernant bah, un peu globalement, mais après on pourra revenir point par point, mais un peu sommeil, les points un peu clés, quoi. Donc, sommeil, nutrition ouais, déjà ça, et hydratation. Parce que j'avais vu qu'il y avait eu des soucis sur, sur la RAF un peu. Ouais. Ouais, bah, du coup, je me rappelle plus de tes premières questions, mais je crois que c'est en gros globalement la stratégie, quoi. Ouais, Euh, ce que... bon, ma stratégie, c'était de finir. Donc, en gros, c'était d'essayer de gérer ma course, quoi. J'avais vraiment peur ouais, du passage dans les Alpes. Je connais un petit peu les Alpes, mais pas tant que ça, quoi. Au-delà de l'Alpe d'Huez, je n'étais jamais allé faire les cols mythiques en Savoie. J'avais extrêmement peur de l'Iseran parce que plus haut col routier, t'as etc. passé par l'Isran, Ouais, ouais, ouais. par Euh, Bonneval-sur-Arc. ouais, ouais, D'accord, exactement. Ouais. ok. Si je dis pas de bêtises, hein. Mais ouais. Euh, et du coup, voilà, bon, c'était de gérer ça. Euh, et donc, j'y suis allé plutôt tranquille, quoi. Enfin, tu vois, j'avais mon rythme, etc. Et en gros, je pense que ma stratégie a été peut-être davantage dans la préparation, tu vois, sur mes entraînements. En fait, je m'étais Mhm. un peu dit, 3, 4 mois avant, je me suis dit, OK, bon, imagine, tu es ton propre coach, quoi. Tu es ton coach et il y a un athlète qui s'appelle Guillaume. Comment tu le gères? Quel entraînement est-ce que tu les mettrais pour que le jour de la race, il soit préparé? Et donc, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait un truc où je dors 2 nuits de suite, parce qu'une nuit, c'est bien, etc. Mais le lendemain, ben, si ça se trouve, ok, tu es fatigué, mais voilà, si ça s'arrête là, c'est pas aussi intéressant. Alors que si tu fais 2 nuits, ben, la troisième journée, là, tu vois vraiment ce que ça fait d'avoir un enchaînement de nuits. Tu vois. J'ai Ouais. l'impression que si tu fais 2 nuits ou si tu fais 4 nuits, c'est à peu près pareil dans le sens où le lendemain, tu es fatigué, quoi. Euh, Mm. donc, du coup, c'était ça. Et après, de faire
J'avais fait 2 autres où justement je racontais la super randonnée de 600 km là où en fait j'étais parti à la même heure que mon départ de la RAF, qui était 20h45 pour pouvoir faire 2 nuits en fait une nouvelle fois, et donc avoir pas une seule expérience parce que ça se trouve une fois tu as eu de la chance, le 3e jour tu es en pleine forme et voilà, et avoir une deuxième expérience. Donc, je pense que ça, c'était, on va dire, le plus important dans ma préparation et c'est ce que je recommanderais le plus, quoi, de pouvoir faire ces entraînements-là. Et en fait, vu qu'il y avait le Covid, j'ai pas pu les faire jusqu'à, je sais pas, peut-être 2 mois, 1 mois avant la course, quoi. Donc, tu mets un peu un coup de… Ouais. Parce que en Espagne, nous, on avait encore le couvre-feu jusqu'à assez tard. Dans la région de Valence, c'était la région la plus tard en Espagne où il y avait le couvre-feu. Donc, au-delà de minuit, tu pouvais pas, quoi. Par contre, le jour où le couvre-feu il a sauté, à minuit, j'étais sur le vélo, quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Et donc voilà un peu. Essayer de rouler aussi de nuit parce que c'est quand même quelque chose de différent. Et donc, du coup, je savais à peu près, tu vois, combien de temps je dormais. Sur les premières nuits, quand j'ai fait mes essais, je dormais 4 heures, ensuite 3 heures, ensuite 2 heures. Et j'ai vu que globalement, j'arrivais à dormir 2 heures. Et dans tous les cas, j'étais trop excité. Donc, je n'arrivais pas à dormir beaucoup plus de 2 heures et je voulais repartir direct après. Donc, ça, je pense, c'est pour la partie stratégie sommeil. C'est ce que j'ai fait sur la plupart du temps. Je savais qu'il y avait un horaire un peu strict du côté du Mont Ventoux, sur l'arrivée des 300 où il fallait, je crois, 24 heures pour y arriver. Et je me suis dit, bon, il n'y a quand même pas une grosse marge. Donc, du coup, faut dormir le moins possible. Et en fait, je pense que c'est ce que tout le monde s'est dit. Et si tu regardes les temps de l'année dernière par rapport à ceux de l'an passé, je crois que les premiers sont passés. Ah ouais, tout le monde a tracé par rapport à toutes les autres années, quoi. Ah, c'est un peu le premier objectif aussi, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tout le monde s'est mis la grosse presse dès le début. Moi, je voyais, tu vois, le classement, vu qu'en fait, tu pars en plus en décalé, tu pars toutes les 30 secondes, il veut rien dire jusqu'à même au-delà de 300 km, il veut pas dire grand-chose, quoi. Tu vois, ça se trouve, il y en a, ils sont partis 3 heures après toi. Bon, ça veut pas dire énormément. Mais au bout de quelques jours, ça se tasse. Voilà, exactement. Et donc, je regardais de manière symbolique, tu vois, comme ça, pour rigoler. Et en fait, je me dis, je fais une sieste de 30 minutes, de 20 minutes la toute première nuit parce que j'arrive pas à faire une nuit blanche. Ça, j'ai jamais réussi sur le vélo. Et donc, je dors 20 minutes et je vois que j'ai perdu genre 10 places. Je me dis, putain, mais en 20 minutes, je perds 10 places. Les gens sont trop chauds, quoi. Je vais finir dernier, quoi. C'est-à-dire que tu les as vus doubler. Ouais, Omar Di Felice qui gagne, il me double à ce moment-là, quoi. Et en vrai, tu sais, t'entends le roue des gens de carbone qui te dépassent. Ça te réveille à chaque fois. Moi, je ferai le mon vélo. Et du coup, ça se passe bien jusqu'au Ventoux, jusque dans le Vercors, où là, du coup, je connaissais bien le col du Rousset, etc. Et en fait, j'arrive à Saint-Jean-Royan, et donc à la deuxième base vie, au kilomètre 500. Et en fait, là, je vois que si jamais je repars tout de suite, je suis deuxième. Et je me dis, waouh, juste pour le troll, tu vois, ce serait magnifique de repartir tout de suite et de repartir deuxième. Et je me dis, non, calme-toi, fais pas le con, n'oublie pas qu'il reste quand même, ça se trouve, 1 semaine, 8 jours de course. Donc, fais pas le con. J'essaye d'aller dormir et j'arrive pas du tout à dormir. Je me dis trop, c'est la deuxième. Ouais, et puis voilà, tu vois, c'est dans le Vercors, c'est super. Pour moi, voilà, c'est vachement, je suis vachement attaché à ça. C'est vachement émouvant de pouvoir rouler en course à travers le Vercors, du sud au nord. Et on passe à 300 mètres du chalet où avoir de mon père et tout. Donc voilà, c'est vraiment ouf. Et du coup, je me réveille au bout de 1h30, 2 heures max de sieste, de dodo. Je crois que c'est peut-être même 1 heure, je me rappelle plus. Et je pars et tu vois, je suis 6e ou 7e. Et du coup, je traverse et tout. Et à partir de là, si tu veux, toute ma course a changé parce que d'un coup, je jouais le top 10. Tu vois, j'ai envoyé un message. J'avais un groupe WhatsApp avec les gens qui me soutenaient. Et j'envoie un message. Regardez, haha, je suis 8e. J'envoie la capture d'écran. Mais si tu veux, dans ma tête, 1 heure plus tard, j'allais être 20e de nouveau, quoi. Et au final, ça a tenu et ça a tenu jusqu'à quasi la fin où je crois que je suis peut-être rarement sorti du top 10.
Et donc, bah, voilà, quand tu commences à jouer le top 10, tu te prends vachement au jeu, quoi. Et Ouais. du coup, Surtout sur beaucoup de monde, quoi. Ouais, Il y ouais, a quand même ouais, beaucoup, ouais, pas mal ouais, de participants quand même ouais, ouais, même ouais, sur le ouais. 2500. Ouais. Donc là, bah, toute la stratégie, elle saute. Enfin, tout ce que tu t'étais dit de ouais, reste tranquille, etc. Vu que voilà, je suis un peu compétiteur, je suis un peu joueur, tout saute parce que tu te dis, oh, ce serait trop beau, ce serait trop beau. Et puis après, voilà, un peu autre côté stratégie, tu vois, sur la fin de la course, il y a Régis Courteil qui était derrière moi et qui me collait les baskets comme pas possible, qui un coup est devant moi. Et je me dis, putain, il doit être à 1,5 km. Donc, à chaque fois, j'arrivais pas à le voir. Mais tu vois, dès qu'il y a une grande ligne droite, tu regardes au loin s'il n'est pas là. Non, il n'est pas là et tout. Et donc, du coup, tu traces, tu traces, tu traces. Tu fais des journées entières à bourriner comme un malade. Et au final, tu vois, ça s'est joué jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière nuit, quoi. Et la dernière nuit, on a tous les deux fini, mais éclaté. L'arrivée au Touquet, ça a été catastrophique. Je crois que Régis, il fait du 4,5 km/h de moyenne sur les 40 dernières bornes. Et moi, je dois pas être bien loin sur les 70 dernières bornes Ouais, parce que c'est mort, parce quoi. qu'il y a des gros dénivelés par là-bas. Ouais, 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 ouais. Non, et puis voilà, je pense qu'on était à bout, quoi. En Ah vrai. ouais. Et je sais pas si Régis était autant mis la presse, mais ouais, ouais, moi, tu vois, il y avait toute l'équipe qui me soutenait et ça faisait 3 jours qu'on regardait Régis sur le classement. On disait, non, non, là, faut pas lâcher, quoi, tu vois. Donc, tu te mets une pression. Donc, voilà. Donc, parce que tu as réussi à le faire en combien de temps et tu es arrivé combienième Ah ouais. au final? Ouais, du coup, je fais huitième. Je finis en 6 jours et 7 heures. Et si tu veux, donc mon premier objectif, c'était finir. Le deuxième, c'était sous les 9 jours, parce que comme ça, je me disais, waouh, j'ai fini avec un jour de marge. Ça veut dire que ça va, tu vois, ça va. J'ai fini, t'as pas fini ric-rac, quoi. Tu as fini avec un jour de marge. Ah bah ouais. Et après, je me disais, ce qui serait incroyable, ce serait de finir en moins d'une semaine. Bon, alors là, moins d'une semaine et tout. Et donc, franchement, enfin, tu vois, le classement, j'y avais même pas réfléchi une seule fois, quoi. Donc, du coup, ouais, trop, trop Et content, huitième, quoi. hein. Ouais, incroyable. Huitième et en moins d'une semaine, donc ouais, c'est Ouais, ouais, royal. ouais. Parce que Ouais, donc le premier, Omar Di Felice, il arrive en combien de temps? Déjà, lui, c'était extraordinaire ce qu'il a fait. ouais, je sais pas. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Euh, Ouais, il faudra que je regarde, mais c'est clair que déjà, il avait une marge sûre euh, par rapport à tout le reste du peloton, mais il l'était avec un collègue, j'ai vu, français, lui, et que ça ouais, se jouait au final à une demi-journée ou à quelques heures. Ça s'est un ouais, peu bah, ils se tassé sont sur tirés la bourre sur la avec, fin. avec Clément Clisson, Ouais, c'est euh, ça. qui a gagné pas mal de Biking Man, qui a gagné les autres, d'autres RAF aussi, je crois. Et qui est un gars super. Omar, je n'ai pas trop pu lui parler parce que du coup, bah, je ne l'ai pas vu toute la course, mais Clément, je l'ai vu pas mal sur le début où je crois qu'il était un petit peu en difficulté. Et en fait, Mhm. il se trouve qu'il n'était pas tant que ça en difficulté, c'est juste que tout le monde bourrinait comme des fous, quoi. Bah ouais. Mais ouais, Clément, méga inspirant pour le coup, quoi. Super, super humble, super gars. Et ouais, 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 je crois pareil, ils sont défoncés la gueule pendant toute la course jusqu'à, je crois, ouais, l'avant-dernière journée, enfin, une demi-journée avant la fin, je crois, où Clément a dû abandonner. Donc, je crois qu'à partir de là, bon, je pense qu'Omar, il savait à peu près. Et puis, non, je crois qu'il y avait Stéphane aussi, Lombard, qui était pas très loin. Donc, ouais, ouais, ça s'est joué assez serré, ouais, cette année. Mm. Ok. Et pour revenir un peu sur la stratégie, Ouais. toi, donc tous ces trucs de sommeil, t'avais déjà, tu savais à peu près comment ça allait se passer. Niveau sommeil, alimentation, tu t'étais dit, ok, je me fais un cycle comme dans la vie normale. Enfin, je dors la nuit, je mange le matin, le midi, le soir, et je redors la nuit. Ou tu t'étais dit, bah, je verrai sur la route. Non, 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 je m'étais dit, j'essaie de faire un peu comme un cycle normal, quoi, juste qu'au lieu de dormir 7h30, tu vois, j'essaie de me baser sur les cycles de sommeil. Donc, au lieu de dormir 7h30, je vais dormir 2 heures. Et tu vois, normalement, les cycles, de moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est par 1h30, tu vois, c'est Mhm. t'as trois tranches d'une demi-heure. Et bizarrement, je pense qu'autour de 2 heures, ça me convient plutôt bien. Tu vois, donc ça n'a rien à voir avec les cycles. Et pareil, tu vois, les micro-siestes où on dit, ouais, il faut juste en dessous de 20 minutes. Ça n'a jamais trop marché. Moi, c'est soit 10 minutes, soit 30 minutes, 40 minutes.
c'est vachement variable en fait en fonction des moments de fatigue et tout. Et un autre truc, c'est que c'est extrêmement différent par rapport à la vie perso, quoi. Enfin, ou la vie, on va dire, de tous les jours. Quand j'essaye de faire une micro-sieste, tu vois, que je suis entre deux réunions et que j'ai besoin de faire une micro-sieste, j'essaye. Bon, ça me requinque à peu près, mais c'est jamais trop exceptionnel et j'ai essayé de le faire pas mal pour regarder combien de temps il fallait et tout. Ça n'a rien à voir avec quand je suis sur le vélo. Là, il y a une fois, j'ai dormi, je sais plus, ça devait être 5 minutes, 4 minutes et j'avais l'impression d'avoir fait une nuit de sommeil, quoi. Et en vrai, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. J'avais lu un article de Courtney Dollwater la fille qui gagne l'UTMB où elle avait fait une sieste de 1 minute. J'étais là, non, mais 1 minute, c'est n'importe quoi et tout. Et là, une fois que. Micro-sieste. Ouais, une micro-sieste, quoi. Et une fois que tu es dedans, en fait, tu te rends compte que. Donc, ça a vraiment rien à voir avec le quotidien. D'autant plus que c'est individuel, toutes ces choses-là. Ouais, enfin, chacun a un sommeil différent et c'est à chacun aussi de gérer un peu ses phases de sommeil, micro-sieste ou vraie nuit de sommeil. Ouais, et ça, c'est un des trucs les plus importants en ultra, quoi. C'est que vraiment, je pense beaucoup plus que dans tous les autres sports, notre corps, il réagit extrêmement différemment et au sommeil, et à la nutrition, et à la fatigue, et à l'effort physique, etc. Et donc, du coup, ben, il faut vachement bien se connaître pour bien réussir, quoi. Et après, pour répondre à ta question sur la nourriture, je tourne énormément au Cliff Bar, en fait. C'est une énorme passion. Vu que je suis vegan, je peux pas trop me nourrir tu vois, un peu n'importe où, surtout en France où tu rentres dans un resto et je pense qu'à part à part du pain ou des pâtes, en général, il y a quand même pas grand-chose. Faut toujours négocier sur la carte et du coup, ouais, j'avais cette option Cliff Bar et ce que je faisais, c'est sinon là, je dévoile un petit secret, mais j'appelais les pizzerias à l'avance. En gros, je regardais quand j'avais faim. Je me disais, bon, je vais manger dans 1 heure. Et donc, je regardais dans 20 kilomètres où est-ce que j'allais être sur Google Maps. Tu repérais le village. Voilà, exactement. Il y a toujours une pizzeria. Et du coup, tu appelles la pizzeria, tu demandes une pizza légumes. Elle s'appelle toujours pareil, légumes ou végétarienne, sans fromage. Et comme ça, quand tu arrives, la pizza, elle est prête. Tu la dégommes en 7 minutes. Et la 8e minute, tu es reparti, quoi. Donc voilà, en fait, je me suis rapidement rendu compte que là où tu gagnes du temps, en fait, c'est en ne pas s'arrêtant. C'est pas forcément en allant rapide, mais c'est en évitant de s'arrêter autant que possible. Et donc, du coup, bah, ce genre de truc où tu perds inutilement un peu 10 minutes juste à commander et à attendre la pizza, il faut absolument l'éliminer, quoi. Il faut que les moments où tu t'arrêtes, tu aies prévu exactement ce que tu vas faire et voilà, tu passes le moins de temps possible à arrêter, quoi. Ouais, chouette, ça répond bien à mes questions parce que je pense que ça aussi, pareil, c'est vachement individuel. Moi, sur la Transsibérica, en tout cas, j'étais vachement dans une démarche de je verrai bien sur quoi je vais tomber. Parce que aussi, je m'étais pas fixé le même objectif de performance, parce que je me suis vraiment rendu compte, en tout cas, moi, sur la Transsibérica, je me suis vachement donné le temps, mais aussi le temps de profiter de ce que je voyais, des paysages. Moi, l'Espagne, je connaissais pas du tout le fin fond. Donc, j'ai eu mes parents que j'ai croisés sur la route à qui j'ai mangé un soir. Même, je prenais le temps, j'ai dormi en bivy, donc je prenais le temps de trouver le bon endroit pour être bien et pour être sûr d'avoir un bon sommeil. Mais, voilà, ça pareil, c'est individuel. Ouais, exactement. Tu vois, pour un peu comparer par rapport à ce que tu dis, j'étais même pas au courant, mais j'ai un pote qui a essayé de m'appeler un jour pendant que j'étais sur la course et je me suis dit, bon, c'est pour prendre des nouvelles, etc. Je l'appellerai, tu vois, quand j'aurai fini dans 3-4 jours, etc. Et en fait, je vois à un moment, 2 heures après, je vois un groupement sur la route et tout, et je vois pancarte, allez Guillaume et tout, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, mon pote était là avec toute sa famille, parce qu'en gros, je crois que c'est sa sœur qui se mariait dans un château à côté, quoi. Et si tu veux, toute la famille était venue m'encourager parce qu'ils avaient vu sur la carte que je passais à 20 bornes de là où ils se mariaient, quoi. Et je me dis, mais putain, mais truc de fou. Et en fait, je j'ai même pas pu rester plus de 5 minutes, tu vois. J'aurais tous fait un énorme câlin, je les ai remerciés du fond du cœur et tout. J'étais en train de pleurer, j'ai chialé ma race. Et pendant ce temps-là, et je pense pendant la demi-heure qui a suivi, parce que incroyable, ça m'a tellement touché.
qui soit venu avec toute sa famille et tout. Et bah ouais, j'ai pas pu profiter plus que ça. Tu vois, sa mère, incroyable, sa mère, elle avait préparé de la bouffe et vegan en plus. Donc, c'est de dire, tu vois, as la mère d'un pote qui te prépare de la nourriture vegan et tu es obligé de refuser parce que tu n'as pas le droit à l'assistance extérieure. Et donc, dans l'âge, tu vois, j'étais obligé de dire, bah, je suis désolé, je suis obligé de refuser. Et je pense que ça a été un moment qui m'a le plus cassé le cœur, quoi, peut-être même de ma vie, quoi, parce que j'étais tellement ému, tellement de gentillesse, et au final, voilà, tu peux pas profiter, mais voilà, ouais, voilà, c'est individuel, comme tu dis, c'est Tu différent. pourras me dire en off que tu as accepté, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ouais, non, c'est vraiment, je l'ai pas pris et ça m'a brisé le cœur, franchement. Mais justement, ça fait une belle transition encore une fois vers un autre sujet. Tu m'as dit que tu as roulé parfois avec certaines personnes. Moi, j'avais deux Ouais. questions qui s'enchaînent un peu, qui sont comment tu as réussi à gérer le fait de rouler avec quelqu'un quand tu as roulé avec quelqu'un, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, et comment tu as réussi à t'occuper et à occuper ton temps, à divertir un peu, parce que quand même, on passe beaucoup de temps sur le vélo quand tu étais tout C'est seul. clair. Ouais. Bah, ouais, non, c'est vraiment deux super questions méga intéressantes parce que sur l'occupation du temps, en fait, je me suis rendu compte que j'étais nul tout seul, tu vois. Quand je suis tout seul, rapidement, je m'endormais sur le vélo. Je me faisais un petit peu chier. T'observes le paysage et tout, mais t'es tellement rincé, t'es tellement fatigué et tout, que je pense que cette partie-là, elle prend un peu le dessus. Et ouais, je pense que j'étais tellement fatigué, on va dire, en termes de besoin de sommeil, que dès que j'étais pas très actif, eh ben, je m'endormais un peu, quoi. Et alors, en journée, il y avait des moments où ça allait mieux, mais je pense que ouais, quasi un tiers du temps, j'étais en train de m'endormir sur le vélo, quoi. Alors pas, je pense ouais, un tiers du temps, peut-être un 10% du temps, j'étais en train de m'endormir, vraiment m'endormir, c'est-à-dire en train de fermer les yeux comme ça et je devais vraiment faire gaffe. Mais sinon, le À reste chaque du fois que tu tiers, te j'étais. réveilles Ouais, exactement. Comme quand tu en t'endors en sursaut, cours et que tu alors que notes comme ça d'un coup. tu étais en train de commencer à faire du gravel dans le bas-côté. Ouais. Et donc, ouais, c'est peut-être une des parties, tu vois, que je devrais peut-être travailler pour les prochaines fois. J'ai une pote qui fait de la préparation mentale et qui m'avait dit que typiquement, ça, il fallait que je le visualise à l'avance et que je me dise, OK, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour, tu vois, un peu me distraire, etc. Donc, par exemple, euh, me donner des repères, me dire, bah voilà, toutes les heures, je m'autorise une petite barre ou un truc comme ça, tu vois, ou tous les heures, je me dis, tiens, je fais pendant une minute, je fais que de compter des voitures rouges ou, tu vois, des trucs comme ça, des petits jeux, quoi. Et du coup, tu te dis, bah, il est 15 heures, tiens, la prochaine fois, ce sera à 16 heures, voilà, bon, tu trouves un peu ce que tu peux, quoi. Mais ouais, ça, c'est un bon conseil de mon ami Ludivine Blanc, si vous voulez la prépa mentale. Euh, et après, sinon, sur la partie rouler à deux, c'est vrai que c'était assez dur parce que je pense que la personne avec qui j'ai le plus roulé, c'est Clément Bergeretti. Et lui fait du vélo depuis assez longtemps et roule plus vite que moi. Et donc, à chaque fois, moi, j'étais à bloc, quoi. Et je me disais, il faut que je tienne parce que déjà, bah, c'est super de pouvoir rouler à deux. Je pense que c'est de loin le premier point. Et puis ensuite, bah, voilà, comme je le disais, quand je suis tout seul, voilà, je prends beaucoup moins de plaisir et j'ai beaucoup plus de mal, quoi. Donc, du coup, je me forçais à tenir autant que possible. Et je pense que, franchement, c'est pour ça que j'ai fait un aussi bon temps. C'est qu'au final, on s'est régulièrement retrouvés, un peu par morceaux, mais on se retrouvait quand même. Et du coup, ouais, franchement, je lui dois une fière chandelle. Parce que tu t'es pas fait du mal non plus, parce que ça aurait t'aurais pu complètement te cramer à faire ça, Ouais, à te mettre sur le rythme de quelqu'un d'autre, aussi, parce ouais, que ça veut dire qu'il y a un côté où si tu te dis, faut pas que je le perde, il y a un ouais, côté aussi où, bah, ouais. quand il mange, tu manges, quand il a envie de dormir, bah, tu t'arrêtes pour dormir, et Ouais, non, après, tu te cales sur ouais. quelqu'un d'autre un peu, quoi.
Ouais, non, non, sur ça, tu vois, en fait, je sais pas si on s'est trop dit, mais je pense que c'était un peu naturel. On savait tous les deux que quand il y en avait un qui voulait manger, ben, il mange. Quand il y en a un qui voulait dormir, il dort. Et puis voilà, enfin, tu vois, chacun sa course. Si on peut partager des bouts ensemble, tant mieux. Et puis sinon, c'est pas un problème, tu vois. Il m'a ramassé à la petite cuillère en train de zigzaguer sur une route une fois. Il m'a dit, bah, tiens, on fait 5 bornes ensemble. Là, après, il y a un endroit pour dormir. Et enfin, tu vois, je suis allé dormir. Et pareil, même, tu vois, pour te dire, même sur les besoins aux toilettes, eh ben, il y avait des fois où lui avait besoin d'aller aux toilettes avant, etc. Et donc, je continuais. Et puis après, hop, on se Vous retrouvait. retrouviez Donc, plus tard. ouais. C'est pour ça que je dis, ça se faisait par segment, quoi. Ouais. Ouais, Et ouais. donc, tu as passé quand même une plus grande partie du temps tout seul ou une plus grande partie Ouais, non, non, tout accompagné? seul. Tout Non, seul. je pense quand même tout seul. Ouais, je pense quand même tout seul. Ouais, ouais. Parce que, en fait, je pense dans ma mémoire, ce qui me reste le plus, c'est ces moments-là. Et donc, j'ai l'impression que c'est une majorité du temps. Mais je pense que si on prend ouais, tout l'ensemble de la course, c'est surtout tout seul, ouais, je pense. Et donc, même tes entraînements, Je refais quelques- même tes entraînements, tu les fais en général avec quelqu'un ou plutôt tout seul? Non, ouais, ça c'est un truc, bah, tu vois, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. C'est en postant sur Facebook, sur le groupe de la RAF, C'est est-ce clair. qu'il y a quelqu'un qui est chaud pour faire les sorties et tout? Parce que des gens chauds pour faire 200 bornes, il n'y en a pas 36 000. Hein. Donc, dès que tu as quelqu'un de chaud, tu fonces, quoi. Franchement, ça, c'est ça, Ouais. c'est l'autre. Ça, c'est l'autre conseil, quoi. Il faut se trouver des potes pour se motiver à faire les sorties longues, quoi. Et non, non, du coup, vu qu'en plus j'étais à Valence, j'ai tout fait tout seul. Alors pareil, tu te trouves un peu des trucs pour te motiver. Tu vois, je m'étais mis un challenge une semaine où tous les jours je fais 100 bornes. Ok. Euh, voilà, tu fais des trucs comme ça. Tu te trouves ouais, je pense que les super randonnées et puis les, les brevets aussi, les brevets de randonneurs du Audax Club parisien, c'est un truc que je Mhm. recommande parce que du coup, bah, tu as des sorties de 200, 400, 600 bornes qui sont organisées par des clubs de cyclo et donc du coup, là, tu rencontres du monde qui fait du long. Mais sinon, ouais, t'as pas trop de. Sinon, non, c'est obligé de faire tout le temps tout seul et ça, c'est un truc dur quand même, franchement, ouais, c'est un truc dur. Ouais, bah. Mais parce que une des questions, moi, que j'avais concernant juste avant, concernant les trajets seuls, c'est pour comparer un peu avec moi, ma façon de fonctionner. C'est que moi, ce qui occupe la plus grande partie de mon temps, c'est vraiment podcast, musique, téléphoner à des potes. Enfin, vraiment, le téléphone, pour moi, c'est Mm. vraiment un support assez primordial. Ouais. Et après, ensuite, la plus petite partie de mon temps, je suis juste là à écouter le paysage, mais j'ai quand même mes écouteurs qui pendouillent de mon casque. Euh, Mais, mais, mais est-ce que toi, c'est un peu, t'emmènes quand même soit des écouteurs, soit un haut-parleur, soit je comme ça ou pas? ouais, ouais, j'ai le téléphone et en fait, c'est pareil, c'est un truc que j'ai remarqué j'espère que je vais pas en embêter en disant ça, mais peut-être les plus de 40 ans, ils ont pas trop, sur le guidon d'ultra, ils ont pas trop le truc pour accrocher le téléphone, tu vois. Et par contre, tous ceux en dessous de 40 ans, tu es sûr et certain qu'ils l'ont, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le truc, je pense, que peut-être j'aurais dû améliorer, c'est que moi, je l'avais dans la sacoche Top Tube, quoi, la petite sacoche. Et en fait, je le sortais, je le remettais à chaque fois. Et au final, bah, vu que j'étais tout le temps sur le même bras sur le guidon quand j'étais sur le téléphone, à la fin, j'avais un bras en PLS alors que l'autre, Alors que il tu aurais pu nickel. l'accrocher tout simplement C'est sur le clair. cintre. Exactement, exactement. Donc ça, bon, il faudrait que je revoie un peu comment mon organisation sur les prolongateurs et le GPS. Mais ouais, Le ça, poste de pilotage. exactement, exactement. Il faut que j'améliore mon poste de pilotage. Et après, non, en fait, je mets de la musique quand je m'endors parce que, bah, pareil, ça m'aide à me tenir éveillé, je chante et tout. Euh, mais sinon, j'hésite. Je sais pas pourquoi. Ouais, je préfère rouler comme ça. Et puis, j'ai jamais roulé avec des écouteurs. Je comprends ceux qui le font, mais je trouve ça un petit peu dangereux. Et en même temps, je préfère, ouais, je pense regarder le paysage. Donc, en gros, j'essaye d'utiliser vraiment un peu, on va dire, en cas de besoin, quoi. Et après, sinon, il y a un autre truc que je recommanderais, c'est que j'avais proposé à tous mes proches qui le voulaient d'être sur un groupe WhatsApp Mhm. où du coup, ce serait un peu genre groupe de soutien pendant la course, quoi.
Et du coup, on était, je pense, peut-être une vingtaine, trentaine. Et du coup, bah, tu vois, ça envoyait des messages toute la journée. Même, j'avais des potes qui, à 2 heures du matin, étaient en soirée et qui m'envoyaient des vidéos d'eux en soirée et tout. Et c'est top, quoi. Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que Bah, je ça te change recommande. de ce que tu es en train de faire, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et voilà, ça te fait. Parce que t'as pas le temps, enfin, t'as pas le temps d'aller sur Facebook, de regarder des feeds ou d'aller sur 9gag ou je sais pas quoi. Tu vois, du coup, voilà, d'avoir ce groupe-là, moi, je pense que c'était la bonne idée. Ouais. Ok, Mais du coup, ouais, assez peu quand même sur le téléphone, je pense. d'accord. Mais donc, prochain objectif, avoir la petite coque qui va bien et Ouais, ouais, le petit support. ouais, Ouais, exactement. ouais, c'est un bon investissement, d'autant plus ouais, quand tu passes autant de temps sur le poste de pilotage, c'est quand Ouais, même pas mal. c'est Et clair. autre question que je me suis posée, c'est un peu, donc j'ai vu qu'il y avait eu des problèmes de déshydratation. Enfin, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes liés à l'eau un peu sur cette draft. Toi, est-ce que Ouais. tu as côtoyé ça et est-ce que à quoi c'est dû en particulier? Et si jamais, bon, est-ce que tu as eu d'autres problèmes sur la RAF en particulier? Ouais, Arnaud Manzanini, bah, en gros, il disait que surtout le premier jour, il y avait eu énormément d'abandon parce qu'il avait quand même fait bien chaud. Tu vois, on s'était pris le Ventoux, la Provence et la Drôme provençale et il avait fait quand même très chaud. Euh, et du coup, je crois qu'il y a eu pas mal d'abandon. Moi, j'avais même pris donc j'avais 2 bidons. J'avais un bidon de 1 litre et un bidon de, je sais pas quoi, ça doit être 700 millilitres. Mhm. Euh, et j'avais même pris en plus tu sais, les gourdes un peu en silicone là de trail. Là, que tu mets Euh, dans ton ouais, enfin maillot ou moi, quoi, ouais que tu peux mettre dans ton maillot, mais ouais ouais qu'ils ont tu dans peux les gilets de trail, remplir ouais. Ouais, et quand une fois qu'elle est vidée, elle prend aucune place, quoi. voilà exactement. Et en fait, moi j'avais ça et j'en ai acheté une avec une paille filtrante. C'est Katadyn qui la marque, ça s'appelle Bifree. Le Mhm. modèle. Et en gros, j'avais du coup 600 millilitres. Et en fait, c'est une paille filtrante. Donc, en gros, tu peux le remplir à n'importe quelle fontaine, quasi, quoi. Et voilà, ça filtre l'eau et tu peux le boire. Donc, j'avais toujours ça en secours, tu vois, au cas où vraiment j'étais en galère. Et je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Donc, j'ai toujours réussi à trouver des fontaines. Après, de mon expérience en Espagne, j'utilisais beaucoup, on en avait parlé, mais moi, j'utilisais beaucoup les Ouais. stations essence. Et alors, apparemment, pas toi, et en vrai, tant mieux, tu vois. Je crois que je vais essayer de rechanger et de réutiliser les fontaines. Mais, ouais. Et donc, du coup, j'avais l'habitude d'utiliser les stations essence et de boire pas mal de coca. Et ça, c'est un truc que j'ai, je pense, encore fait aussi pendant la RAF. J'avais régulièrement quand même une bouteille de coca derrière parce que ça a du sucre. Moi, ça me motive bien et ça me fait quand même le petit plaisir aussi. Donc, j'en buvais peut-être deux, je dirais, ouais, peut-être 3 canettes par jour de coca. Et du coup, voilà, avec ça, franchement, j'étais large. J'ai jamais eu moi, j'ai jamais eu de problème sur ça. Les problèmes que j'ai eu, j'ai tu vois, crevé une fois sur le pont de Normandie, donc c'était un petit peu dangereux. C'était plus par rapport à ça que c'était un problème. Mais sinon, c'était Il y a surtout eu beaucoup sur, de crevaisons sur le pont de Normandie? je sais pas. Je sais Ah pas. ouais. Mais en gros, c'est juste que c'est dangereux parce que Oui, il y a beaucoup de c'est passages méga étroit. Tu longes les camions, les poids lourds, pas de quasi. hmm. Enfin, ouais, j'ai l'impression que c'est quasi 1 mètre, quoi, au moins d'1 mètre, un truc comme ça. Donc, putain, avec le vent en plus en hauteur et tout, tu flippes un peu quand même. Mais sinon, non, c'était surtout sur le sommeil. Ma première chute, je me suis pris un fossé avec ortie, quoi. Et là, Donc tu tu t'es vois, endormi et tu as eu une ouais. chute. Ok. Ouais, je me suis réveillé. Enfin, je me suis réveillé. Ouah, super mal et tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ouvre les yeux et là, enfin, tu sais, j'étais vraiment comme dans les dessins animés, quoi. Bras dessus, bras dessous, jambes à droite à gauche, le vélo en plein sur ma face. Et donc là, je me relève vite et je repars parce que je me dis putain les orties, non, non, non. Et en fait, au bout de 500 mètres, je me dis putain, ça se trouve j'ai oublié quelque chose. Et je regarde, j'avais oublié mes lunettes, c'est que j'avais posé au-dessus du casque. Et alors là, pour retrouver des lunettes dans un tas d'orties à 2 heures du mat, horrible. J'étais obligé Aïe, d'y aller, aïe! quoi. C'est clair. Ah, génial. Une Et, partie de plaisir. ouais, c'est clair. Et après, je me suis repris aussi 2 fossés, mais là, c'était plus light. J'ai pas, enfin, si tu veux, le premier fossé, il y avait vraiment un gros talus, quoi. Les deux autres, c'était plus light.
Le premier, je pense que je m'étais un peu fêlé la côte. Et les deux autres, ça a été. Et sinon, après, je touche beaucoup de bois, ça m'est jamais arrivé. Et je sais qu'il faut que j'y fasse quelque chose. Mais en fait, dans les descentes de montagne, vu que j'arrête de pédaler, et ben, mon corps, il s'endort encore plus, quoi. Déjà que de base, j'avais tendance à m'endormir la nuit. Là, il s'endormait encore plus. Et si tu veux, il y a beaucoup de virages où tu te réveilles en sursaut et tu te dis, ouh, là, j'étais limite quand même. Tu te réveillais dans les lacets. Ouais, ah bah non, mais exactement, exactement. Tu travailles dans les virages des lacets et là, tu te dis, ouh, là, il va falloir que je m'endorme, tu vois. Ouais. Et donc, là, c'était. Franchement, j'ai eu chaud, quoi. Et plus d'une fois où je me suis dit, j'ai eu chaud. Ah, c'est marrant parce que ouais, c'est clair que ça c'est un bon retour à avoir, parce que ça permet d'avertir aussi les autres personnes, parce que Ouais. enfin ça c'est individuel aussi, mais c'est Ouais. vraiment un coup à se mettre en danger, d'autant plus. Donc ça c'est un peu mon autre sujet, mais donc maintenant tu as connu ce que ça fait de rouler en France et ce que ça fait de rouler en Espagne, concernant, je veux dire vraiment directement le comportement des automobilistes, parce qu'on roule en route ouverte. Ouais. Toi, est-ce qu'en France, tu as failli te mettre en danger, enfin justement peut-être avec ce sommeil, mais sinon avec les voitures sur la route? Ouais. Étonnamment, pas tant que ça. Quand je roule, tu vois, autour de Paris, dans les Yvelines, dans le Vexin, etc., j'ai toujours trouvé ça catastrophique. Franchement, il y a pas une sortie où je me dis putain, j'ai failli me faire défoncer, quoi. Vraiment, enfin, ça arrive à chaque fois. Il n'y a pas une sortie, bon, après, sortie de plus de 100 bornes, hein, sur 4 heures ou quoi. Une sortie de 20-30 bornes, bon, ça passe vite, mais sur une sortie de plus de 100 bornes, il y a minimum une fois où tu te prends la tête avec un automobiliste, tu vois, alors que franchement, j'essaye vraiment toujours d'être bienveillant parce que je pense qu'on a tous intérêt à être bienveillant et à se partager la route cycliste automobiliste. Mais quand tu as une voiture qui te frôle juste pour rigoler, ouais, tu pètes un câble, quoi. Et alors qu'en Espagne, franchement, c'est le paradis, quoi. Les voitures, elles te dépassent pas si elles n'ont pas l'opportunité de mettre les deux roues de gauche sur la voie de gauche, tu vois. Donc, elles te laissent. Il y a beaucoup de panneaux où il y a écrit 1,50 m obligatoire, mais elles te laissent 3 mètres, 4 mètres, quoi. Enfin, franchement, là, quand je roule à Valence, les voitures qui me frôlent, je les reconnais parce que c'est les voitures immatriculées françaises, quoi. C'est énorme. C'est vraiment c'est même pas un cliché, quoi. C'est comme ça. Les voitures qui me frôlent C'est le marrant plus, parce que moi, il m'est arrivé exactement la même chose. Pareil en Espagne, Transibérica. Je sais pas, à la fin, je pense dans les derniers jours, je me fais frôler dans une montée par un camion. Qui vraiment, le rétro, on avait vécu ça quand on avait fait une sortie, quand on avait fait la sortie ensemble, je crois qu'il y avait une voiture qui nous avait frôlé le rétro quasiment contre le cintre. Je regarde au loin, qu'est-ce que je sais. Je regarde quel est le véhicule. Intermarché location d'Igouin. Et je me dis, putain, en plus, un camion de chez moi, il y a des petits Français, quoi. Et putain, c'est triste quand même à voir. Mais cool si tu n'as pas eu justement ce ressenti-là sur la Race Cross France. C'est clair que entre Espagne et France, il y a vraiment un gap, quoi. Ouais. Non, tu vois, et je dirais même deux expériences positives. En arrivant au Touquet, j'avais plus de batterie sur rien, plus de batterie sur le téléphone, plus de batterie sur le GPS, plus de batterie, enfin, ouais, sur rien. Donc, plus de batterie, du coup, sur ma loupiote arrière, quoi, le truc qui clignote. Et là, tu vois, il y a une voiture le gars qui s'appelle Nicolas, que je remercie encore, qui tu vois, s'est mis sur le côté et m'a dit ouais, on ne voit pas du tout. Tiens, prends la lumière du vélo de mon fils. On a un peu rafistolé ça et tu vois, j'ai fini avec la loupiote arrière du vélo de son fils, donc trop bien. Et pareil, 20 km du Touquet, plus de batterie, du coup, je sais plus où aller. Parce que tu n'as plus le tracé, quoi. Et il fait nuit, tu as des routes qui partent à droite à gauche, tu arrives à un carrefour, tu n'as aucune idée, quoi. Les noms des villages, ça ne te parle pas du tout. Et donc là, j'arrête une voiture. Franchement, il était, je pense, 1h30, 2h du mat. J'arrête une voiture et je recharge mon GPS sur son allume-cigare, tu vois. Donc, il y a eu des automobilistes vachement cool aussi, quoi. Ouais, c'est clair que après, et c'est ça qui fait tout le truc extraordinaire de l'ultra en général, c'est que c'est de la débrouille, quoi. Parce que niveau énergie, niveau eau, niveau même galère technique, bon, apparemment, t'en as pas eu, tant mieux.
mais moi j'ai vu des personnes qui ont pété leur dérailleur, qui ont crevé énormément de fois et qui n'avaient pas des tailles de roues conventionnelles et tout ça. Bah, enfin, il faut se débrouiller, quoi. Ouais. Et ça, pour ça, tu vois, je pense que j'ai l'avantage de pas avoir le matériel le plus cher et donc du coup d'y prendre vachement soin quand même, je pense. Alors bon, peut-être pas, enfin, je suis pas un maniaque de ça, mais je fais quand même attention et je me permets pas d'y aller comme un bourrin sur mon équipement, tu vois. Et donc du coup, en fait, vu que j'y vais pas comme un fou, je suis toujours très très prudent par rapport à l'utilisation du matériel, tu vois. Et du coup, je pense que ça permet de, tu vois, même en triathlon, il m'est jamais arrivé d'énormes problèmes, quoi. Ouais. Ok, et donc tu dis que tu roules pas avec un matériel voilà, très onéreux ou quoi. C'est quoi un peu ton setup en général et donc quel groupe, quel cadre, quel poids à peu près et ensuite en termes de sacoche, tu roules avec quoi? Pour avoir un peu le portrait robot de ton… Ouais, je l'ai juste là. Attends. Bonjour. Ouais, exactement. J'ai un Lapierre Xelius. C'est un Lapierre Xelius SL. Il est en DI2. Et après, setup, j'avais une sacoche là, une en dessous à Pidora et une sacoche de selle arrière aussi. Et puis, voilà, je sais pas trop prolongateur. Mais voilà, quand je te dis pas onéreux, c'est les prolongateurs. C'est les prolongateurs typiquement, c'est les prolongateurs Décathlon à 20 balles que tu trouves dans tous les Décathlons. Après, pas mal d'équipements que j'avais acheté sur Vinted d'occasion. Tu vois, les maillots que je portais pendant la course, c'était des maillots Vinted. Le cuissard, j'ai essayé des cuissards top qualité et au final, ce qui me va le mieux, c'est le cuissard Décathlon aussi à 40 €. Voilà, donc ouais, je pense que tu peux finir en n'ayant pas forcément le meilleur matériel du monde, quoi. Et il y en a beaucoup qui sont aussi qui sont l'exemple de ça aussi, quoi. Et c'est un cadre carbone? Ouais. Okay. Ouais, carbone. Tu vois, pour être totalement transparent, je l'ai acheté sur Troc Vélo. Je l'ai acheté sans les roues et je l'ai acheté à 2000 €. Le Lapierre. Et les roues, après, pendant 3 mois, j'avais pas de roues parce que je cherchais des roues d'occasion pas chères. Et j'ai eu les deux Xerium neuves, vraiment neuves de chez neuves. Elles n'avaient jamais servi à 150 € les deux. Donc voilà, ça te fait un vélo qui revient au final à pas extrêmement cher. Et je suivais toutes mes dépenses sur un Excel aussi, parce qu'au début, avant de me lancer dessus, je m'étais quand même dit, faut quand même que je puisse voir si jamais je peux tenir le coup financièrement ou pas. Et au total, alors je compte aussi les barres que je mangeais à l'entraînement, etc. Il faudrait peut-être que je les retire, mais au total, j'étais à 4000 € d'investissement, quoi. Ok. Pour donc préparation et l'ARA. Ouais. C'est chouette. Ouais, c'est cool. C'est bon de savoir cher, ça. Hein, mais c'est pas. Ouais. C'est pas. Je considère que c'est pas par rapport à ce que tu vois, 4000 €, c'est même pas le prix de roue de certaines personnes, quoi, quasi. Ah, c'est clair que j'ai roulé avec une certaine partie du temps en Espagne avec un gars qui avait un vélo titane. Ouais. Et il me disait que je crois que juste pour son cadre, il en avait déjà presque pour 10 000 €. Ouais, voilà. Et c'était du sur-mesure. Et voilà, c'est clair que chacun son budget, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Et tant que tout le monde se fait plaisir, en vrai. Ouais. Et en termes de cassettes et en termes de largeur de pneus, t'es quoi? T'es parti avec quoi? Alors, non, je suis en 11 vitesses. Je pourrais pas te dire le montage. Ça, c'est le genre de truc. Voilà. Je suis vraiment le néo rouleur. Il y a plein de trucs comme ça. Qui arrive 8e à la RAF. Je vais me faire tomber par tous les cyclistes parce que je connais pas mon montage de cassette. Ah, mais non, mais… Je pense que tu apprends ton montage de cassette au moment où tu es dans un montage de cassette qui ne te convient pas et qu'il faut changer de montage de cassette. Exactement. Si te va bien, tu sais pas ce que c'est, tu t'en fous. Ouais. Et non, j'étais en pneu de 25 par contre.
Et ouais, c'était nickel. Effectivement, j'aurais pu monter en pneu un peu plus gros. Je crois que j'ai un petit peu de marge pour un petit peu plus de confort. Je les ai pas fait pour la bonne et simple raison que, je sais pas si tu as vu juste avant, j'avais un pneu avant bleu et un pneu avant rouge. Je trouvais que ça faisait joli, donc voilà. Et il n'y avait pas en 28. Bah, faut t'achètes. C'est vrai qu'en plus, ça s'achète en lot. Tu peux pas acheter juste un. Non, j'ai acheté juste un. J'ai acheté juste un. Ah, bah, dans ce Mais cas-là, ça va. tu vois, pendant longtemps, les pneus, j'ai changé juste avant la RAF et pendant longtemps, je roulais avec un pneu avant bleu parce qu'il était 5 euros moins cher. Donc, du coup, enfin, tu vois, vraiment, je suis vraiment sur du quasi du low cost, quoi. Mais ouais, 5, voilà, je roulais avec un pneu arrière noir et un pneu avant bleu et je me faisais flamber par tous mes potes. Mais Mais c'est marrant voilà. comme parfois enfin, moi aussi, j'ai dû mettre à peu près le même budget, 3 000, 4 000 euros pour la Transsibérica. Et c'est clair, comme c'est marrant, comme à la fin, quand tu arrives en fin de budget, tu es en mode, tu Ouais, acceptes des trucs genre vraiment primordiaux. Genre la pompe c'est avec clair. laquelle je suis parti, c'est une pompe D4 à 9 euros, quoi. Alors que Ouais, pour le reste, pour le vélo, pour le machin, je mettais des c'est clair. 500 boules sans aucun problème. Et parfois, sur C'est les clair. trucs hyper primordiaux, à la fin, tu es en mode, on verra bien. On va tester ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu prévois un budget de 50, 100 euros pour les prolongateurs, machin, et puis tu te dis, il me reste plus trop de temps, je vais prendre les Décathlon. Bah ouais, bon, écoute. Mais après, t'apprends. Et si tu fais, s'il n'y a pas de problème avec et que ça tient, c'est ça le principal au final. Et Ouais, c'est clair. en termes de matériel que tu as eu pendant la RAF et que tu as bien aimé, et de matériel que tu as eu pendant la RAF et que tu n'as pas aimé et que tu aimerais bien améliorer dans le futur, c'est quoi? Ouais, c'est une bonne question. Je me les étais notés, mais je ne sais plus trop. Je pense passer en moyeu Dynamo. Ok. Les moyeux sont de luxe, là. Tu Parce étais sur que batterie, c'est ça? ouais, j'avais trois batteries externes. J'en avais une de 30 000 mAh et deux de 26 800. Alors, en fait, j'avais mis une batterie externe dans un des drop bags, parce qu'on avait cet avantage-là d'avoir les drop bags. Mes drop bags, c'était vêtements, mais au final, je me suis pas changé de toute la course. Parce que en fait, le maillot que j'avais, c'est le seul qui avait une grande poche arrière, donc je pouvais remplir de bouffe, en fait, et c'est ce que je faisais, quoi. J'achetais plein de bouffe, j'avais tout le dos entier rempli de bouffe, mais ça me libérait de la place et je trouvais ça plus pratique. Euh, et après, ouais, donc j'avais ces trois batteries externes et je pense qu'en fait, en y réfléchissant, bah, le poids que ça te fait sur le vélo, c'est les watts que tu perds sur le moyeu, quoi. Donc, je pense partir en moyeu. Au moins, ça te rend plus autonome sur beaucoup plus de kilomètres aussi. Euh, Peut-être prendre une petite batterie externe, tu vois, une qui est légère et qui fait 26 800 de secours au cas où il t'arrive des pépins. Mais sinon, ouais. Voilà, je pense pour les améliorations. J'en avais noté deux, trois. Éventuellement, je te les redirai parce que je les ai plus trop en tête. Euh, Il ouais. n'y a pas eu, il y a pas eu de sacoche que tu as cassé, de zip, de. Bon, bah Non, écoute. non. Non, tu vois, j'avais pris un cadenas ABUS, ce où en fait tu tires le fil et hop, tu le remets, tu Mhm. l'accroches, tu vois, à quatre chiffres, vraiment tout basique. Après, le mec il vient, il coupe, etc. Il finit quoi, ton cadenas. Mais au moins, bon, ça te dissuade un petit peu, tu vois. Et au final, à la mi-course, je l'ai bazardé, enfin, je l'ai laissé dans le drop bag. Je me suis dit que ça allait pas m'être utile. Pareil, tu vois, la gourde d'eau filtrante, là, pour le coup, elle m'a pas servi, mais je pense que je la reprendrai quand même parce que on sait jamais. Je pense que c'est un truc pas mal. Et après, écoute, ouais, j'ai plus trop en tête les autres trucs que j'avais, mais je crois que j'avais trois petits trucs utiles, mais écoute, là, je les ai pas tout de suite en tête. Un truc qui marche bien aussi, qui est simple et que j'ai pas vu beaucoup grand monde utiliser, c'est les petites réglettes en fait pour adapter les positions de tes bidons en fait. Tu sais, en fait, tu as deux trous pour ajuster ton porte-bidon. Et en fait, tu as un adaptateur de porte-bidon qui en fait Pour te les permet de. redescendre. Ouais, exactement. Ouais. Ok, pour Et qui gagner en de la fait, place ensuite pour ta sacoche de ouais, cadre. ouais, parce que là, les lapierres, et je crois que c'est un peu, c'était un peu une des tendances à ce moment-là, mais les cadres, ils sont vachement petits, ils sont bas en fait. Et du coup, tu n'as pas beaucoup de place pour la sacoche.
Donc, voilà. D'autant plus qu'il y a de l'espace perdu sous les bidons. Ouais. Donc, ouais, c'est clair. Donc, ouais, ça. Et après, sinon, ouais, je pense que ça, c'est pareil, c'est un petit peu ma recette secrète, vu que j'ai vu enfin, j'ai vu personne en prendre. C'est prendre depuis que je fais de la natation, je prends de l'Isostar, tu sais, truc d'effort, quoi. Et en fait, j'ai acheté des tablettes d'Isostar que tu trouves chez Decathlon, quoi, les tablettes Iso Plus, là. Et je les mets dans du cellophane. Donc, ça prend 3 fois rien de place, 3 fois rien de poids. Et en fait, tu vois, je remplis ma gourde 2 fois par jour avec ces tablettes-là. Je mets 2 tablettes à chaque fois dans la gourde de 1 litre. Et tout au long de la journée, ça te permet d'avoir des sels minéraux, ça te permet d'avoir tout cet apport-là qui, du coup, te fait te sentir mieux toute la journée. Et de ce que moi j'ai vu, franchement, je pense pas avoir vu une seule personne qui mettait autre chose que de l'eau dans ses bidons, quoi. Et en vrai, je trouve ça quand même important, surtout que niveau nutrition, tu manges pas comme d'habitude, quoi. Donc voilà, ouais. Moi qui prends des protéines quand même assez spécifiquement, tu vois, sur des lentilles, des légumineuses, etc. C'est pas le genre de truc que tu trouves en ultra. Du coup, c'est pas l'Isostar qui va te donner des protéines, mais il faut quand même que tu fasses attention à un peu ton équilibre de nutrition, quoi. Ouais, et tu avais déjà testé ça avant ou tu as testé ça pour la première fois dans la natation, tu le faisais déjà? Ouais, mais même je l'avais testé sur mes sorties longues. Je l'utilise aussi, même sur l'Ambraman, je l'utilise aussi. Donc ça je l'utilise. Ouais. Ok. Top. Il y avait une question qui me paraissait intéressante, c'était de savoir un peu toi ton ressenti par rapport à donc cette RAF et ton classement et tout ça, parce que c'est quand même assez, je pense que tu as dû être agréablement surpris. Ouais, j'ai halluciné, quoi. J'en reviens toujours pas, je m'en remets toujours pas. Je pense que c'est peut-être ma plus grosse perte sportive encore aujourd'hui, tu vois. Donc non, trop content. J'avoue que je comprends pas trop, tu vois. Je sais pas si c'était un méga coup de chance, si c'est parce que j'ai très peu dormi. Je pense qu'il y a une grosse part de ça. Tu vois, j'ai calculé, je crois que au final, j'ai dormi 2h30 en moyenne par jour. Donc ça fait quand même peu sur 6 jours. Je pense qu'il y a ça qui a joué. Et voilà, tu vois, je suis vraiment un cycliste depuis 3 ans qui ne connaît pas son développement de cassette. Enfin, si tu veux, et j'en suis au début, quoi, là. Hein. Donc, ouais. Une brillante carrière s'ouvre à toi. Non, mais je sais pas trop comment l'expliquer. Donc voilà, je pense une fois que j'aurai peut-être un peu compris, je me rendrai compte, mais là pour l'instant je me rends pas trop compte, quoi. Je me dis que très franchement, je me dis qu'il y a peut-être un gros facteur chance qui a joué pour la place, quoi. Et il y a toujours un facteur chance, mais bon, enfin c'est surtout après aussi tant l'entraînement que le facteur chance que le potentiel physique qu'on a chacun déjà en soi. Ouais. Je pense que tu vois, j'ai la capacité à avoir la caisse, on va dire, pendant plusieurs journées d'affilée. Et je pense un autre truc aussi, c'est peut-être la mentalité compétitive, tu vois. En vrai, je savais en me lançant dans ça que limite, ça allait être trop bien parce que déjà, j'aime bien faire la course, j'aime bien la compète. Mais là, tu fais pas la compète pendant 1 minute 30 ou pendant 36 minutes ou pendant, je sais pas, même 12 heures ou 10 heures d'Ironman. Non, tu vas faire la compète pendant une semaine d'affilée, non-stop. Et chaque moment que tu fais, quand tu es aux toilettes, quand tu es en train de manger, etc., tu es dans une course. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus kiffer et qui aussi a fait que ça a bien marché. C'est que du coup, si tu es assez compétiteur pour que pendant une semaine, à tout moment de ta vie, enfin à tout moment de ton quotidien, de ta vie pendant ces jours-là. Voilà, exactement. Tu es en compète, bon alors là c'est bon. Enfin, tu vas chercher du gain de temps partout, ouais. Donc au début c'était de la gestion et puis voilà, une fois que je pense ça m'a fait du bien aussi d'être dans ce top 10 assez tôt dans la course parce que c'est ce qui m'a permis de bourriner pendant tout le reste de la course, quoi.
Si jamais j'avais fait, tu vois, comme j'étais au début, vu que j'étais parti assez tôt, 20e, 25e, je pense que franchement, j'aurais fait toute la course beaucoup plus tranquillement. Et à mon avis, j'aurais mis un jour et demi de plus, je pense. Ouais. Parce que Donc, voilà, en n'allant pas énormément, en changeant pas énormément, ouais. Il y aura peut-être, tu vois, eu un jour où, tu vois, je me serais dit, bon, bah là, je vais me faire une bonne nuit. Hop, je réserve un hôtel, je dors 6 heures et puis je repars tranquille le lendemain. Comme ça, j'aurais fait le plein d'énergie et tout. Voilà, c'est une différente course, quoi. Ouais. Et vous avez eu combien de dénivelé au total? Déjà, juste ça, c'est par curiosité, parce que je m'en souviens plus. 30, je sais plus, 33, 35 000, 30, je sais plus exactement. Je dis peut-être une bêtise. Je sais, ouais, si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, oui. Ah ouais, Parce que je m'étais dit, en divisant par 10, tu vois, ça fait 250 bornes et 3500 de dénivelé tous les jours, quoi, je crois. Ok. Ouais, bah c'est ce que tu me dis, monsieur Internet. Donc, comme Okay, on est sur le même chiffre, autour de 35 000. Ouais. Et donc là, mais on en a déjà parlé. Donc là, tes prochains objectifs, c'est peut-être donc directement donc pour plutôt donc printemps, été prochain, Ouais, peut-être. ouais. Là, c'est à court terme, donc à Noël, c'est le 100 km. Et ouais, j'espère pouvoir communiquer dessus bientôt parce que normalement, je devrais pouvoir le faire pour une association qui me tient vraiment à cœur et que je trouve incroyable. Donc, je t'en reparlerai peut-être une fois que c'est officialisé. Euh, et après ça, donc ouais, foulée blanche transurasienne en janvier-février. En avril, il y a la Desertus Bicus que je fais avec ma copine. Donc elle, ça va être la découverte de l'ultra aussi. Elle était sur l'orga de la RAF, mais là, D'accord, elle chouette. est en tant que participante, donc trop bien aussi. Euh, donc ouais, ça pareil, tu vois, tu as 4 points. Les 4 sont dans des déserts en Espagne et tu traverses en fait l'Espagne du nord d'Anglet jusqu'à Fuengirola au sud à côté de Malaga, quoi. Donc là, ça va être différent parce qu'il y a peut-être 10% de la course qui est sur du gravel. Donc je sais pas si les pneus de 28 vont passer ou pas. Voilà, ça va être un choix à faire. Euh, J'aimerais bien pas racheter un vélo pour mon porte-monnaie, ça ferait plaisir. Et après, je pense que ce sera du coup soit avant, soit après. Mais ça, ce sera à confirmer en fonction en fait de comment j'arrive le 100 km, de déjà si j'y arrive ou pas, et de comment mes genoux me répondent. J'aimerais bien pouvoir faire un triple Ironman au mois d'avril-mai. Donc 3 fois de suite, vu que ça fait 540 km de vélo, ça fait un petit ultra, donc ça me motive par rapport à ça aussi. Après, je pense il y aura probablement la Pan Celtic Race du coup, et on va voir côté Race Across France parce que je pense que c'est aujourd'hui avec les Bikingman et les Gravelman les courses qui participent le plus au développement de l'ultra en France. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur, quoi. Je pense qu'il y a un gros potentiel pour l'ultra en France, pour le rendre accessible auprès de beaucoup de personnes. Et c'est ce que font Steven, Axel et Arnaud. Donc, ouais, c'est top. Bah ouais, et ça continue d'augmenter. On voit le nombre d'inscrits sur toutes les courses qui se démultiplient d'année en année, les groupes qui fleurissent un peu partout, de plus en plus de personnes actives et des médias qui apparaissent. Donc, Ouais, comme quoi des bons c'est médias, il paraît. très, très gros médias qui n'appartiennent pas aux grands groupes médiatiques encore, Pas encore, pas sont encore. libres et indépendants. Et non, mais c'est vraiment chouette, mais parce que ça suit exactement le fil de médiation. Donc, les questions sont bien faites. Mais la question d'après, c'était un peu de voir concernant le milieu du cyclisme et vers quoi tu aimerais le voir évoluer et un peu l'espoir que tu vois dans l'ultracyclisme en général. Ouais. Comme je te le disais un peu en intro, quoi, je pense qu'il va y avoir peut-être deux ultras qui vont un petit peu, enfin, c'est un peu à la croisée entre deux chemins, pas forcément la profilisation, mais
le fait de le structurer davantage, le fait de le cadrer davantage, et donc va y avoir plus de règles, va y avoir des trucs qui vont être obligatoires, va y avoir des fédés, il va falloir peut-être payer plus sur certains trucs, voilà. Et à l'inverse, ben, voilà, il y aura, je pense, qui aujourd'hui est une majorité des participants, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour le kiff, qui viennent entre le triathlon et le cyclotourisme, qui viennent pour la découverte, pour l'aventure, pour le bikepacking. J'aimerais bien que, tu vois, la première partie qui peut-être est, qui est peut-être qui a le plus de potentiel commercial, défonce pas totalement la seconde partie, tu vois. Qu'il puisse y avoir encore, tu vois, de l'ultracyclisme bikepacking et pas que de l'ultracyclisme avec que des pros, avec que des bourrins, tu vois, et qu'il puisse y avoir vraiment un peu cet ultra de vitesse. Voilà, s'il peut y avoir ces deux courses-là. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi certaines personnes qui font un peu de la récupération de ça, qui, tu vois, organisent des courses où ils font payer, je vois des courses où ils font payer 300 balles alors que il n'y a qu'un oriflamme au départ et le même oriflamme à l'arrivée parce que c'est une boucle et qu'ils ont juste un tracker et du coup tu te dis mais en fait où est-ce qu'il va les 300 euros parce que tout ce que tu fais c'est de balancer une route, tu vois. Tu fous une track que tu as fait mais que n'importe qui peut faire et c'est tout, quoi. À part de la com sur des réseaux sociaux, les 300 euros, sur certaines courses, j'ai du mal à voir d'où ils viennent. Donc voilà, j'espère que ceux-là grandiront pas trop et que tu vois, ça pourra continuer à être accessible. Et je pense, voilà, idéalement, si on peut avoir tu vois, quelque chose qui s'inspire un peu du Vendée Globe, par exemple, où tu as un truc un peu suivi par pas mal de personnes et où tu as un peu ce côté épique tu vois, sur des courses. Enfin, imagine une TCR, une transcontinentale, où c'est un peu où tous les soirs sur France 2, tu as 5 minutes d'un gars en live ou même tu vois, le point sur où est-ce qu'ils en sont et tout. Pouah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis ça promeut le sport. Ça, tu vois, moi qui bosse un peu dans le développement durable, le vélo, c'est l'avenir, mais c'était aussi le passé, tu vois. Enfin, voilà, c'est trop bien. Moi, c'est un peu mon rêve, quoi. Ouais, mais c'est chouette, mais ouais, c'est clair que ça, on est à la croisée des chemins entre le passé du cyclisme, bon, qui va continuer à perdurer, le cyclisme professionnel, et ce cyclisme un peu plus amateur qui continue maintenant à se faire connaître. Tu vois, si je dois faire un pronostic, je pense que dans 10 ans, quand je regarderai les résultats de la RAF, je me dis, mais comment j'ai pu faire 8e de cette course, quoi. Ouais, parce qu'il y aura peut-être des milliers de participants et ça sera absolument dingue. Mais bon, moi, c'est clair que la question que je me pose un peu, c'est de savoir voilà, quel sera un peu le juste milieu entre la structuration de ces courses ultra. Donc quand même, un des points de départ était le fait de donner quand même un contre-coup par rapport aux grandes courses professionnelles. Enfin, vraiment dominé par les sponsors, par l'argent, par des étapes courtes, le fait de dormir, enfin, tout est encadré, quoi. Tu dors, là on te dit dormir, tu manges, là on te dit de manger, et ça sera peut-être un moment, aussi un paradoxe qu'on trouvera entre cette professionnalisation et la perte de cette liberté qu'on a dans cette discipline, quoi. Après avoir. Ouais, c'est vrai que tu vas plus loin dans ce que je pensais, mais effectivement, quoi, c'est vrai qu'il y a des discussions aujourd'hui sur encadrer, tu vois, les nuits, etc. Enfin, je dis pas forcément en termes de nombre d'heures, tu vois, parce que ça, on avait la discussion un petit peu avec Arnaud Manzanini sur est-ce que tu imposes 2 heures obligatoires, tu vois, et c'est le genre de truc que je trouverais bienvenu, tu vois, parce que comme ça, ce serait pas la course à celui qui dort le moins, tu vois, parce qu'au final, quand tu arrives sur les parties plates de la Race Cross France, tu sais que celui qui gagnera, c'est celui qui dormira le moins. Parce qu'au final, tu fais le calcul rapidement, tu vois, avec 4 heures, la différence entre 28 et 23 km/h, c'est 5 km/h. Donc, en un quart d'heure de sieste, quasi, tu as rattrapé le retard, quoi. Et au final, donc ça, c'est bien. En revanche, la partie où tu cadres le truc jusqu'à dire où est-ce qu'il faut que la personne, elle dorme, dans quel hôtel, dans quel truc, etc. Et où du coup, tu enlèves cette liberté-là qui est un peu liberté, aventure, exploration, découverte, quoi, que tu ressens quand tu fais de l'ultra aujourd'hui. Là, c'est vrai que moi, parce que même il y a davantage un ultra sportif qu'un ultra ah ouais, c'est ça.
En plus, il y a un côté vachement confiance, en fait, parce que plein de fois, on m'a demandé, quand je parlais des novices ou des personnes qui ne connaissent pas du tout l'ultra, ils me disaient, mais au fait, quelqu'un pourrait te prendre en bagnole et te déposer 20 bornes plus loin, quelqu'un pourrait et le dopage. Et le dopage, il y a des contrôles, il y a des machins. En fait, non, en fait, je répondais juste, de toute façon, il n'y a pas de prix à gagner à la fin, il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas de. Donc, l'objectif, c'est pas de promouvoir ça, c'est juste, tu t'éclates, quoi. Tu te dépasses, clair, mais petit à petit, peut-être en structurant, on arrivera ensuite à quelque chose qui encouragera peut-être plus les professionnels. C'est clair, tu vois, quand tu arrives d'une grande course, tu as les oriflammes qui sont là, tu as peut-être 2-3 proches, tu as les bénévoles, puis ben voilà, tu vas te coucher dans ton truc d'hôtel. T'es là, je l'ai fait. Tu as traversé tout le pays. Voilà. Tu as des patients qui te disent excusez-moi, vous pourriez quand même vous pousser, quoi. Ah oui, désolé. Et toi, t'es là, je fais 2500 bornes. Ah oui, pardon, désolé, excusez-moi, madame, bonne soirée. Parce que là, du coup, en fait, je viens de faire 2500 bornes. Vous voulez voir sur la carte? Ça fait beaucoup. Ouais, non, parce que du coup, tu vois, je pense que c'est un peu ça, pour le coup, c'est vraiment, je pense, il y a deux valeurs que je trouve incroyables dans l'ultra aujourd'hui. C'est l'humilité, du coup, mais c'est un peu, tu vois, le fait de mettre ce genre d'arrivée, ça participe un peu à ça, tu vois, à cette humilité aussi. Et quand bien même, tu vois, on aimerait peut-être avoir un petit peu plus de reconnaissance, etc., parce qu'on se dit qu'on a quand même fait des trucs ouf, alors que il y en a qui font, tu vois, je sais pas, un marathon et qui ont plus de reconnaissance, etc. Bon. Et le deuxième truc, c'est aussi vraiment exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le partage. Et ça, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai foncé quand au début je tatillonnais un peu autour de l'ultra. J'ai été mis en contact avec 2-3 personnes qui faisaient de l'ultra sur Grenoble. Et en fait, si tu veux, j'ai jamais été autant accueilli et autant conseillé que par rapport à l'ultra et au bikepacking, quoi. Les gens, leur objectif, c'est de te donner de l'information et de t'aider. Alors que tu vois, en triathlon, faut aller à la pêche aux infos. Faut vraiment trouver un club avec une ambiance sympa parce que sinon, les gens, ils vont peut-être davantage, pas forcément se tirer dans les pattes, mais voilà, c'est beaucoup plus centré sur soi. Et enfin, tu vois, quand j'ai fait l'Ambraman 2 semaines après avoir fait la RAF, ça calme. Hein. Tu fais la partie vélo, t'as pas un mec qui te dit bonjour hein, sur la partie vélo. Si tu trouvais, enfin, franchement, j'ai dû avoir 3 personnes avec qui j'ai réussi à parler sur la partie vélo. Alors que bon, tu pars quand même sur 7 heures de vélo, quoi. Donc, sur 7-6 heures de vélo. Donc, si tu veux, c'est pas un bonjour qui va te tuer, quoi. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment 2 mentalités extrêmement différentes et je peux que louer les mérites de l'ultra sur ça, quoi. Et puis, j'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas un encouragement à, tant que ça, enfin, peut-être par rapport à d'autres disciplines, mais à ne pas abandonner, à aller jusqu'au bout, à machin. Ouais. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de honte à abandonner parce qu'en fait, dès le début, de toute façon, on le fait pour le plaisir et qu'il y a énormément de personnes qui laissent tomber. Et sur la RAF, mais comme sur toutes les courses, il y a en général vraiment beaucoup d'abandon et que c'est pas grave, quoi. C'est juste, c'est comme ça, et tu arrives 8e, tu arrives 1er, tu arrives 20e ou même lanterne rouge, au final, c'est chouette, quoi, parce que tu l'as fait et tu as vécu une aventure avec des gens. C'est clair, c'est clair. Ouais, et puis tu vois, je pense sincèrement que tout le monde a un respect profond pour n'importe quel finisher, tu vois, que ce soit le premier ou le dernier. Tous ceux qui l'ont fait savent que qu'importe ton temps, si tu es allé jusqu'au bout, etc., bravo, quoi. Enfin, franchement, respect. Juste, je m'agenouillerais devant n'importe quel finisher masculin et féminin parce qu'il y en a une sur le 2005 et ça, voilà, j'espère aussi, tu vois, on parlait du développement, j'espère aussi qu'il y en aura de plus en plus, franchement. Et ouais, respect ultime, quoi. Ouais, et on espère, on en parlait avec Adrienne la dernière fois, mais c'est clair que des courses alternatives femmes, mais même aussi des courses mixtes, c'est ça qui est cool dans l'ultra, c'est que c'est pas homme séparé femme, c'est juste tout le monde en fait. Tu veux participer, tu participes, tu auras la même course que tout le monde, le même temps, et si tu arrives première, tu arrives première. Et sur ATCR, c'est Fiona Kolbinger qui est arrivée première.
et qui a défoncé absolument tout le monde, genre de Bonheur. loin. Le bonheur. Ouais. Et c'était assez dingue à voir. Et moi, c'était la première fois que j'avais suivi un truc d'ultra. J'avais ma copine qui, tous les jours, me montrait le petit Dot Watchers et qui me disait, mais elle a encore dépassé 3 mecs. Et personne n'y croyait, quoi. C'était dingue. Ouais, trop bien, trop bien. Je pense que franchement, ce qu'elle a fait là sur la TCR, c'est pour moi, c'est un des trucs les plus marquants. Tu vois, c'est s'il y avait le Times ou le Forbes des trucs sportifs les plus marquants pour le sport féminin, c'est ça quoi. Ouais. Ah là, c'est clair. Et en plus, pour le sport en général, quoi, parce que ce qu'elle a fait, surtout pour une première participation, absolument hallucinant. Ouais. Mais c'est clair. Et c'est chouette de pouvoir en parler ici. C'est chouette de pouvoir en parler en général. C'est clair. C'est agréable de partager ces expériences parce que c'est quand même des longues périodes. Enfin, à chaque fois, c'est un peu nos vacances ou pour certains, c'est vraiment un moment de l'année qu'ils se réservent pour ça. Et le fait de revenir sur ça et d'échanger, ça fait plaisir. C'est le bonheur. Ouais. C'est clair. C'est clair. Ouais. Eh ben, écoute, on peut doucement s'orienter vers la fin. Si toi, tu as quelque chose que tu veux un peu rajouter, un message que tu veux faire passer ou une réflexion que tu t'es faite que tu voudrais partager. Ouais, je réfléchissais juste à un autre truc, tu vois, sur lequel on n'a pas parlé et qui m'est venu à l'esprit juste là il y a une minute. C'est vrai que, et peut-être ça se trouve, je serais chaud d'avoir ton retour aussi, mais j'ai eu pas mal d'hallucinations. Moi, je sais que je savais dès les entraînements que c'était un truc normal. Je sais que, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que je pense que c'est un truc un peu anormal, donc du coup ça peut intéresser des gens aussi, mais je sais pas si toi t'en as eu ou pas trop, et j'ai l'impression que c'est assez fréquent dans ce milieu-là, donc tu vois, ne serait-ce que pour ça aussi, c'est une nouvelle expérience de vie sur ces aspects-là, quoi. D'accord. Alors moi j'en ai pas eu du tout. Par contre, non, pas eu du tout. Non, pas eu du tout. Par contre, je suis très curieux de savoir quel type d'hallucination t'as eu. Ah ouais. Bon, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi. Ceux qui me reviennent le plus à l'esprit après la course, c'est, tu vois, le long. Il y avait un moment, je commençais à être tellement fatigué que même en journée, en fait, j'en voyais. Alors que normalement, c'est quand même plus la nuit, en fait, vu que, en gros, je crois que ton corps, il y a un podcast d'Arnaud Manzanini ou une interview, je ne sais plus qui est la personne, mais où ils en parlent assez en détail. Et en fait, ton cerveau est tellement fatigué qu'il va faire des assimilations entre ce que tu vois et des images qui n'ont pas forcément de rapport, mais ton cerveau il est plus capable de faire le lien, en fait. En se disant, tiens, ça, c'est la forme d'un arbre, donc c'est un arbre. Tu te dis, tiens, ça, c'est la forme d'un arbre, oh, j'ai l'impression de voir Shrek. Le truc, il n'y a aucun rapport, quoi. Et du coup, ouais, j'avais sur 2 exemples un peu symboliques, il y en a un où en fait, tu sais, les pointillés au milieu de la route, là, qui démarquent du coup les 2 voies. J'avais l'impression que c'était exactement ça. Tiens, pour une fois que je l'ai, ce câble de Mac, tu vois. J'avais l'impression que c'était ça. Et donc, j'avais l'impression qu'il bougeait comme ça et que d'un coup, la tête, elle fouettait, tu vois. Et en gros, ça faisait, tu sais, un peu comme dans un jeu vidéo où ça fouettait et tu devais esquiver. Et à un moment, ça a fouetté juste devant ma roue. J'ai fait un écart, j'étais à la descente de Tignes. Et j'étais super fatigué et tu vois, pareil, ça m'a mis en danger sur un truc qui n'existe pas, quoi. Je pense que la deuxième la plus marquante, c'est quand j'arrive au Touquet et que j'arrive sur une place et je me dis, putain, je suis arrivé au Touquet, mais je sais pas où est l'arrivée. Donc du coup, je vais voir des gens. Et en fait, c'était pas des gens, c'était des poubelles. Et ensuite, je vais voir d'autres personnes. Ben non, c'était un lampadaire. Et je vais voir d'autres personnes. Et en fait, il y avait personne sur la place. Et à chaque fois, je me disais, non, là, cette fois, je sais très bien que c'est pas des personnes. Je sais que c'est du bullshit et tout. Mais je me rapprochais quand même. Ça se trouve, t'as roulé tout seul tout du long, en fait. Ça se trouve, hein. Ça se trouve, je n'étais pas au Touquet. Hein. Ça se trouve, je n'ai absolument pas fait la Le mec a dormi une semaine. J'ai fait une semaine de bad trip. Ouais. Donc, voilà. Mais j'écoute avec grand plaisir le podcast d'Arnaud là-dessus. Ouais. Non, tu demanderas aux autres. Ouais, tu demanderas aux autres personnes. Je pense qu'il y en a pas mal qui en ont eu. C'est toujours un peu des trucs un peu marrants à raconter, quoi. Et puis je pense que c'est vachement lié quand même aux apports parfois de sucre qui sont élevés, plus les chaleurs, enfin les écarts de température, plus le manque de sommeil. C'est clair qu'il y a quand même des circonstances qui sont assez bonnes pour que dans notre tête, il se passe des choses un peu surprenantes, quoi.
Et après, sinon, pour le message à faire passer, c'est en vrai, moi, de faire ça, plus que tu vois, un Ironman, un marathon, etc. Ça m'a vraiment fait un déclic où je me suis dit, putain, mais en fait, un truc, ça va sonner cliché, mais un truc que je pensais impossible, en fait, j'en suis capable tu vois, en mettant l'investissement qu'il faut et en temps et en énergie et aussi un peu, du coup, évidemment, en argent. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, tu peux vraiment l'appliquer au monde pro et si tu veux, ben, le taf de tes rêves, bah, tu peux aller le chercher. Une situation de tes rêves, bah, tu peux aller le chercher. Il faut juste que tu te structures et que tu te mettes, tu vois, que tu te cadres un petit peu sur comment est-ce que tu vas y arriver. Tu te fais un petit plan et en fait, tu vas y arriver, quoi. Et ça, tu vois, cette prise de conscience, cette prise de confiance aussi, ouais, je pense que je l'avais jamais trop eu avant et c'est un truc qui me sert vraiment dans mon quotidien. C'est, tu vois, une des raisons pour lesquelles je pense que je recommanderais aux gens de se lancer, tu vois, c'est au-delà de l'aspect découverte et tout. Je pense qu'il y a peu de personnes qui diront que ça n'a pas du tout d'impact sur leur vie perso, tu vois. Et du coup, voilà, pour ça, en vrai, lancez-vous, vous verrez que c'est pas si difficile que ça. Voilà, c'est des étapes, quoi. C'est des étapes à faire, mais on peut y arriver, quoi. C'est chouette. C'est un chouette, c'est un chouette message. Non, mais c'est toujours bien d'encourager. Et puis, ça sera un des objectifs d'ultracyclisme petit à petit au niveau du développement, mais d'encourager les personnes à commencer à un certain niveau et petit à petit à se développer pour atteindre les objectifs que eux veulent atteindre, s'ils en ont, et puis même juste de se faire plaisir, sinon, tout au long de leur pratique sportive, quoi. Et je pense qu'il faut des gens comme toi, il faut des ultracyclisme.fr pour aider ça aussi, quoi. On est là. Mais c'est chouette. Mais en tout cas, merci d'avoir donné ton temps. Ouais, et merci de tes retours. Et ça m'a fait bien plaisir d'échanger avec toi concernant cette RAF. Et au plaisir de te revoir. Ouais, et puis t'es le bienvenu à Valence. Et puis fais-moi signe si tu passes dans le coin ou si n'importe qui voit cette vidéo et qui passe dans le coin et veut aller rouler, je chercherai toujours des gens pour aller rouler. La porte est donc ouverte, c'est noté. Ouais, n'hésite vraiment pas. Bah, écoute, merci à toi. Ouais, passe encore avec grand plaisir. Une très belle journée. Et à bientôt. Aral, merci pour tout. Salut. Ouais, salut.